Radio Nova. La dernière. Radio Nova. Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Tous les dimanches, en direct de l'Européen, de 18h à 20h sur Radio Nova. Nova. La dernière. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nova. Bienvenue pour cette deuxième dernière, toujours en direct et en public depuis le théâtre de l'Européen à Paris. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous évidemment de nous écouter chez vous, ici ou dans le futur, puisque l'émission est disponible en podcast. Enfin, quand l'application de Nova fonctionne, bien évidemment. Donc c'est vrai que j'aime bien imaginer que vous êtes en 2350 et que vous nous écoutez. Alors sachez qu'en ce moment, pour nous, c'est pas facile. Il y a la guerre à Gaza, il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre au Liban, la guerre au Congo, et qu'en plus, Stéphane Guillon s'est fait larguer. Ouais, non, alors j'aimerais pas avoir de rire là-dessus, franchement. J'ai vu les images, il est partout dans les médias, il a fait un bouquin et tout. Ça, c'est... Pardon, je pensais pas que j'allais craquer en direct. Ça va, patron? Non, mais quand tu m'appelles patron, ça va mieux tout de suite. Non, mais c'est vrai, ça sert d'outil. Le livre de Stéphane Guillon, faut le savoir, parce qu'ils ont envoyé le bouquin à Kiev, à Gaza, à Beyrouth, à Brazzaville. Ils ont dit aux gosses, ok, t'as perdu ta mère, ton père, tes bras, tes jambes, mais lis ça. Tu vas relativiser, petit con. Excusez-moi, pardon, c'est l'émotion. On va essayer quand même de rire. On a eu plein de bons retours de ce lancement d'émission la semaine dernière. Je pense notamment à Patriote Sauciflard du 88 sur Twitter, qui nous a écrit « Tiens, c'est le retour des grosses merdes ». Merci. Merci, on l'embrasse bien évidemment. Ou Pétain revient 124 qui a écrit en commentaire YouTube « C'est qui le clochard avec les cheveux gras ?» Ben oui, parce que vous le savez, je suis bien entouré. Et ce fameux SDF à la capillarité bien singulière, c'est Aymeric Lompré, mesdames et messieurs. Merci pour la présentation. Qui sera avec nous. Ça va, Aymeric, tu vas bien? Oui, ça va. Ok. Beaucoup de bonnes réactions suite à ta chronique, Aymeric, de la semaine dernière sur Paul Watson. Oui. Ouais, mais toujours pas de libération. Ça a foiré. Oui, ça a foiré. Comment t'analyses cet échec? Faut que je la traduise en danois. Oui, c'est vrai que ça peut jouer. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, finalement. Et nous, on n'est pas bien sûr d'avoir compris non plus. Avec nous également, comme toutes les semaines, Juliette Arnaud, mesdames et messieurs. Juliette, Guillaume. Est-ce que tu as passé une bonne semaine, Juliette? Si tu devais donner une note à ta semaine. 19. C'est énorme, t'es bien consciente de ça, Juliette. Oui. Et qu'est-ce qui manquait pour que ça soit 20 sur 20? Que je gagne au badminton. Oui. Et je me suis fait écrabouiller notamment par toi, Guillaume, avec tes bras de 8 mètres. Oui, et t'as perdu au badminton contre Aymeric Lompré, ce qui est quand même... je sais pas quoi faire de cette information. Après, il est sur tout le terrain en même temps. Je ne rebondirai pas. Voilà. Et bien évidemment, on retrouvera celui à qui Jean Benguigui a dit il y a quelques années sur France 2, dans On ne demande qu'à en rire, je cite Jean Benguigui, on voit bien que l'humour, c'est pas ton truc. Pierre-Emmanuel Barré sera avec nous. Oui, je serai là, effectivement. C'est vrai, hein? Et oui, c'est vrai. C'est une vraie info. Ça va, Pierre-Emmanuel? Oui. Est-ce que tu as des nouvelles de Jean Benguigui? Oui, il est toujours aussi mauvais au badminton. Et nous rejoindrons pendant l'émission Audrey Vernon, Douli et le psychologue clinicien Albert Moukébert. Merci tout le monde. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission. Alors, placée sous le signe d'une actualité complexe, on va vous aider à y voir plus clair avec un bilan de la semaine. Vous savez qu'on aime bien faire ça. Alors, vous vous rappelez du principe, c'est le même que la semaine dernière. Il y a les infos waouh, bah vous dites waouh, c'est incroyable. Et les infos bouh, c'est nul, vous dites ouh, c'est nul. Putain, vous êtes merveilleux. On ne vous mérite pas. Allez, on commence avec une information. Eh bien alors, Christine, la députée RN Christine Engrand payait la garde de ses chiens avec de l'argent public. Eh bien alors, Christine. Et un abonnement à un site de rencontre avec de l'argent public. Eh bien alors, Christine. Et on a appris il y a 2 jours qu'elle conduisait avec un permis invalide depuis 2009. Eh bien alors, Christine. Mais elle a reversé ses indemnités à SOS Méditerranée. Eh bien non, c'est un piège. Putain, c'est un piège. En revanche, je vous promets, tout le reste est vrai. Et avec cette passion pour la corruption, elle devrait rentrer prochainement au gouvernement. Alors, moi j'ai une information. Et alors? Oui. Il y a 3 jours, Emmanuel Macron s'est rendu au Havre pour fêter les 80 ans de la libération de la ville. Et alors? Eh bien, il est reparti le soir même et aujourd'hui, on fête les 2 jours de la libération de la ville. Alors moi j'ai une info. Et c'était quoi ces cadeaux? Parce que, oui, C'est déjà bien, j'ai le Juliette. droit, j'ai le C'est droit. super. Vendredi, c'était l'anniversaire de Jordan Bardella. Et c'était quoi ces cadeaux?
Eh ben, Marine lui a offert un petit polo Fred Perry, Marion lui a offert le dernier Michel Onfray et Emmanuel Macron lui a offert Michel Barnier. Moi j'ai une information, oh chouette, une bonne nouvelle. Selon un rapport du New England Journal of Medicine, un nouveau virus transmis par des tiques pourrait affecter le cerveau. Oh, chouette, une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour les audiences de l'heure des pros. Alors, moi j'ai une info. Oh Pour la première fois cette semaine, 2 civils non astronautes professionnels se sont confrontés au vide spatial. Oh. À leur retour, ils auraient déclaré « Ça va, c'est pas si pire le spectacle d'Emeric ». Attendez, du coup j'ai une info. Waouh. J'ai une info, il aurait mieux fait de travailler et il est cocu. Je suis allé voir le spectacle de Pierre-Emmanuel Barré. Il aurait mieux fait de travailler. Et il est cocu. Je vous interdis de dire ça, c'est complètement faux. J'ai beaucoup travaillé. Et j'ai une information, abonne-toi au journal. 7 retraités sur 10 ne connaissent pas cette astuce. Abonne-toi au journal. Et Je suis pas abonné. Ouais. Alors moi j'ai une info. Sérieusement Caroline Fourest sort un livre sur les méfaits de MeToo intitulé Le vertige MeToo. Sérieusement? En fait, le livre, c'est un genre de variation du tube d'un des avocats, d'un des accusés du procès de Mazan. Oh, ça va! Il y a viol et viol. Et moi, je voudrais terminer par une info. Non, mais ça, on s'en fout. Vous êtes prêts? Ouais. Alors, Raphaël Enthoven a déclaré... Non mais ça on s'en fout. Mais j'ai pas dit l'info. Non mais on s'en fout quand Eh, même. attendez, moi j'ai Oui. une info. Ah. Attendez, mais c'est pas du tout ce qu'on a voté. Michel Barnier envisagerait le retour d'un ministère de l'immigration. Attendez, mais c'est pas du tout ce qu'on a voté. Ouais. Mais c'est ce qui va se passer, sinon les étrangers, ils vont manger vos chiens et doigter vos labradors. Non. Alors non parce que non l'encouragez pas. Non Oh là là, Émeric, oui, oui. non Oh là en plus, là, c'est la dommage. mauvaise impro. Oi, oi, oi. C'est dommage parce que je t'avais confié une mission quand même bien précise la semaine dernière, rappelle-toi. Oui. La météo. Oh là là. Et les gens attendent ça, ils veulent savoir comment s'habiller. Oui, alors demain. merci patron, Guillaume. voilà. Mais bon, Allez. je ne ferai plus la météo car j'ai de très mauvais retours. Ah. Oui, par exemple, je vous en cite, c'était mieux sur Inter, on s'en fout, c'est pas drôle. C'est bien d'avoir pris Emeric, les autres ont l'air drôles à côté. Ouais. Ah ouais. Ouais, il y en a plein d'autres. T'as emprunté tes dents à un clodo? Bon, là, carrément, il parle même plus de la météo. T'as confondu brosse à dents et brosse à chiottes? Ça m'atteint pas. Je savais pas qu'on pouvait puer dans le micro, il dope jusqu'à chez moi. Si j'étais dans le public, j'aurais 3 masques FFP2. Heureusement que je suis fort là-dedans. Si on t'ajoute à Benjamin Tranier, ça fait presque une dentition complète. Je suis avec ta maman. PS, c'est pas ton père. Alors, à quoi ça sert d'avoir des implants capillaires? C'est pour ressembler à un vieux renard. Heureusement que j'ai le cuir épais. Welbeck, c'est Miss France à côté. Si t'es payé en sandwich, ça a l'air d'être bien payé. Oh, j'en ai vu d'autres. Le caméraman, il doit être hyper fort à Tetris pour faire entrer Emeric dans le cadre. Suicide-toi. Bon, alors, heureusement que la vie m'a donné une solide carapace. On avance. Alors, mais je vais pas faire la météo, je vais donc changer mon fusil d'épaule. Ah. Là, je vais vous faire la bourse. Oh, nom de Dieu. Ah. Oui, c'est une bonne idée, Émeric. Oui, car j'ai l'impression que le problème ne vient pas que du contenu. Alors, c'est parti pour la bourse. C'est parti pour la bourse. Sans surprise, Téléperformance toujours en tête, avec une augmentation en fin de journée de 3,47%. Ça va, Émeric? Ouais. Bien heureux celui qui a misé sur le bon cheval. T'as l'air un Renaud, toujours vivant, toujours debout. C'est pas parce qu'on parle de bourse, on peut pas se fendre la poire. peu- Ça va. Bien entendu, j'ai l'impression que je vais encore me faire défoncer dans les commentaires. Bien entendu, je parlais pas de Renault, la voiture, mais je parlais de Ouais. j'en ai marre. Émeric, peut-être vous voulez faire une petite pause Ça me peut-être fera du bien, ça Ouais, me tout le fera monde du a bien. besoin d'une pause. Merci Émeric quand même merci pour l'effort. Merci. Et n'hésitez pas, Moi, je voudrais m'excuser pour les commentaires, vraiment. Je pensais pas que ça te toucherait autant. n'hésitez pas à mettre d'autres commentaires sous cette météo d'Émeric. Merci. La bourse. La bourse, oh là là, oui, bien sûr. Restez avec nous pour d'autres moments aussi incroyables. On va écouter un petit peu de musique et ensuite on parlera de l'école. On est sur Radio Nova, on écoute Aaron Fraser, Payback.
C'était Aaron Fraser, Payback. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré. Et comme vous le savez, dans notre émission, on essaye d'élever le niveau. Voilà, en tout cas d'apprendre des choses. On a un petit peu le nouveau, c'est pas sorcier. Vous vous souvenez, hein? Nous, on est un peu Jamy. Comment on fait pour prendre les capitalistes par les couilles? Voilà. On propose des petits ateliers avec des maquettes. Bon, je le fais pas bien. Et donc, on invite des gens pour nous aider dans notre mission. Et c'est pourquoi je vous propose d'applaudir bien fort aujourd'hui Guylaine David. Bienvenue, Guylaine. Merci. Tu vas bien? Bonjour. Ça va? Ça va. Impeccable, mais ça va durer, t'inquiète pas. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Alors, on se connaît un peu, je dois le dire, on se connaît un petit peu. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc je vais te présenter et tu me dis si je me plante dans les trucs. T'es institutrice, comme on dit aujourd'hui, donc t'es professeur des écoles. D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères? Maîtresse? Plusieurs sens, maîtresse. Donc, Ouais, quand ça vient des enfants, maîtresse, ça va bien, ouais. Ok, et quand ça vient des adultes, c'est un peu plus gênant. C'est un peu plus gênant. Quand ouais. ça vient des pères d'élèves, Voilà, c'est ça. d'accord. Je Voilà. vois où tu veux en venir. Tu es rattaché à l'académie de Rennes, hein, Rennes, très très belle ville, notamment connue pour la qualité de ses punks à chiens, puisque je rappelle qu'il y a un centre de formation Place Sainte-Anne. Hein, c'est vrai, tu me confirmes ça. Aymeric Lompré est responsable du comité hygiène et sécurité là-bas. Je suis au CDI. Ouais, c'est vrai. Tout un tas d'options qui vont de cracheur de feu à domptage de rats sur l'épaule. Tu es, Guylaine, la porte-parole du syndicat majoritaire, le SNU-IPP-FSU. Alors, on dirait un code Wi-Fi, comme ça, dit comme ça, on va pas se mentir. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, SNU-IPP-FSU? Alors, c'est un syndicat de la FSU, la Fédération syndicale unitaire, et donc Ok. le syndicat national unitaire des instituteurs et des professeurs des écoles. Mais bon, enfin voilà, c'est On a un tout, sigle c'est très bon. compliqué, mais comme tous les syndicats ont des acronymes très très compliqués. Ok, mais comme ça, on voit où on est. Tu enseignes depuis 1995, donc j'ai regardé, tu as commencé sous François Bayrou. Oui, Oui, voilà. Et Oui. tu as eu, alors je cite, Claude Allègre, Jack Lang, Luc Ferry, François Fillon. Et on oublie, il a été ministre de l'Éducation Oui, nationale. bien François Fillon, mais oui, rends les gommes. Gilles de Robien, Xavier Darcos, Vincent Payon, Benoît Hamon, petit ange qui nous regarde certainement de là-haut, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Michel Blanquer, Oui. ouais, sûr, petit prince d'Ibiza, Pape Ndiaye, Gabriel Attal, Amélie Oudéa-Castéra, nous regarde de là-haut également. Et Nicole Belloubert. Ma première question, c'est quel est ton ou ta ministre de l'Éducation nationale préférée? oh là. Ah bah ça va être compliqué, surtout ces dernières années, c'était Ouais. assez complexe quand même. Surtout l'année dernière en fait, hein, ça a été un festival quand même. Ouais. Mais tu as le droit de répondre le prochain ou la prochaine. Ouais. Alors, je suis pas persuadée que le prochain ou la prochaine va être ma Éric Ciotti. préférée. voilà. Tu peux étonner là quand même. Alors, première question un peu plus sérieuse, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'être instit? Et puis la deuxième question qui suivra, c'est qu'est-ce qui t'a fait déchanter pour la première fois? Alors, ouais, ce qui m'a donné envie d'être un site, c'est forcément de transmettre des savoirs aux enfants. Ouais. Avant d'être enseignante, j'étais animatrice de colo de vacances, on va dire. Ok. Et donc voilà, j'aimais travailler avec les enfants et forcément ça s'est porté sur l'enseignement et j'ai passé le concours et j'étais ravie d'enseigner il y a maintenant presque 30 ans. Donc tu y allais avec tout ton petit cœur, tout ton amour, Tout et à tu t'es fait. dit, je vais transmettre le savoir, je vais me mettre au service de la République. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était pas tout à fait... On va dire que dans les premières années de ma carrière, si oui, mais ça s'est dégradé il y a quelques années quand même. C'est-à-dire que on sait qu'on peut se le dire, l'école est à un point de bascule et on sait que on a des grosses difficultés pour travailler en ce moment. Et je pense que tout le monde s'en rend compte. On a un problème d'attractivité dans le métier quand même. Et on en puis, parlera. oui. Et puis, oui, non. Mais toi, la première fois où tu t'es dit, ça craint un peu, quand tu as vu qu'il faisait 8 degrés, par exemple, un mardi 24 novembre. Dans une classe où il n'y a Ouais. pas de chauffage et Ouais. où la chaudière est tombée en panne et ça va durer quelques jours et les élèves mettent leur manteau, leur doudoune. Ouais, ça arrive, effectivement. Mais c'est aussi quand on déchante un peu, quand on veut faire les choses au mieux et on est freiné par une administration ou par des injonctions qui nous disent de faire autrement, quoi. Mais alors, est-ce que c'est justement ce moment-là où tu t'es dit, je vais me syndiquer, et puis après même, je vais devenir syndicaliste, et puis après même, je vais devenir porte-parole d'un acronyme avec 14 lettres? En fait, je me suis syndiquée dès que j'ai commencé ma carrière. T'étais Bien déjà joué. énervé. Voilà. Tu t'es dit, Déjà ça énervé. va être la bagarre, quoi. Je me suis syndiquée tout de suite et puis rapidement j'ai été repérée en fait peut-être parce que je disais les choses, donc on s'est dit tiens ça peut fonctionner.
Et puis, j'ai bien aimé aussi me mettre au service des gens, parce que c'est vrai que les collègues ont besoin d'être défendus face à l'administration, mais face aussi au système. Et donc, forcément, je me suis engagée, j'ai été déléguée du personnel, et puis petit à petit, je me suis engagée plus fortement dans le syndicat. Je suis devenue secrétaire départementale d'un département, l'Ille-et-Vilaine. Chef. Chef, voilà. Chef, ouais, non, mais c'est bien. Et puis ensuite sur l'équipe nationale, et puis rapidement, effectivement, je suis devenue secrétaire nationale, puis secrétaire générale et porte-parole. Mais tout ça s'arrêtera bientôt, puisque j'arrive à la fin des mandats, parce que quand on est syndicaliste, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Sinon, on prend goût au pouvoir. Voilà, tout à fait. Ah, c'est ça. C'est l'inverse des politiques, c'est exact. Voilà, c'est basé sur les politiques que vous avez décidé ça. Il faut revenir en classe, il faut revenir sur le terrain, parce que c'est aussi ça le cœur de mon métier. Donc, Et alors, il y avait une grève mardi dernier, les instituts contestaient notamment la manière d'évaluer les élèves. Alors, est-ce que tu peux expliquer ça? Parce que quand on le dit comme ça, on se dit, évaluer les élèves, c'est assez cool. Enfin, il faut bien savoir sur quoi on doit les faire progresser. Et alors, pourquoi ça pose problème? Pourquoi vous étiez contre? Alors, oui, évaluer les élèves, c'est bien. Et d'ailleurs, c'est ce que font les enseignants au quotidien. Et même les professeurs des écoles, dans leur classe, ils évaluent ce que font les enfants au cours de la journée, de la semaine. On regarde l'évolution et la progression des élèves, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'ils fassent des progrès, qu'ils progressent. Mais ces évaluations que l'on conteste, elles sont des évaluations nationales standardisées, donc on les appelle comme ça, parce qu'elles sont les mêmes pour tout le monde. Tous les élèves les passent, donc là, ça a été généralisé cette année, ça fait partie des mesures choc des savoirs, on pourra l'expliquer peut-être tout à l'heure. Ah si, voilà, tu peux s'arrêter là-dessus, choc des savoirs, c'est un truc qu'on entend aux infos, quoi. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le choc des savoirs? C'est la grande idée de Gabriel Attal. Ah voilà, bon. C'est-à-dire que l'année dernière, quand Gabriel Attal est arrivé au gouvernement, il a voulu chambouler, comme tous les ministres de l'Éducation nationale font quand ils arrivent, chambouler le système, et donc il a utilisé les résultats PISA pour mettre en place encore une réforme qui s'applique à la rentrée, à cette rentrée-là. Donc PISA, c'est le classement qui évalue la qualité des enseignements des pays. De tous les pays, et on évalue les élèves de l'âge de 15 ans, et on regarde, et c'est à partir de ça aussi qu'on détermine les politiques éducatives. Mais ces évaluations PISA, elles ne sont pas passées par tous les élèves de 15 ans. C'est un panel, on choisit un panel. Ah oui. C'est ça qui est intéressant dans les évaluations, c'est quand on peut aussi avoir des évaluations sur panel, et on va pouvoir déterminer effectivement la conduite des politiques éducatives. Mais les évaluations nationales standardisées, donc qui ont été généralisées, elles ont démarré avec Jean-Michel Blanquer en 2017. En CP, en CE1, puis l'année dernière en CM1, et avec le choc des savoirs, elles sont généralisées à tous les niveaux du primaire. Et pourquoi ça pose un problème? Pourquoi ça pose un problème que ça soit standardisé? Ces évaluations, elles se font en français et en mathématiques. Donc déjà, on ne va évaluer que 2 disciplines, alors qu'on a toutes les disciplines à évaluer. Et il y a des élèves qui sont bons aussi dans d'autres disciplines. Et en français et en mathématiques, on va se baser sur certains pans du programme, mais pas tout le programme. Et donc, on va cibler. Et c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on va cibler ce qu'en fait, on veut faire changer aux enseignants sur leur pratique et leur méthode d'enseignement. Et je vais prendre un exemple très, très concret. La lecture, par exemple, on va évaluer la rapidité de lecture, ce qu'on appelle la fluence en termes pédagogiques, dans notre métier, dans notre jargon, et on va plus évaluer le décodage de la lecture que la compréhension. D'accord, ouais. Alors que la compréhension, c'est quand même le cœur de la lecture si on ne comprend pas ce qu'on lit. Et on a des élèves en CP, moi j'ai eu des classes de CP, des élèves qui lisaient très vite, qui décodaient très vite, mais qui ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Et après, ils finissent ministres souvent. Voilà. Et on voit bien qu'à travers ces évaluations, tous les élèves les passent, on les fait remonter ensuite dans l'administration au niveau hiérarchique, et ça remonte jusqu'au ministère. Et puis au niveau local, on va déterminer quelles vont être les pratiques des enseignants par la suite. C'est-à-dire qu'on va dire, mais oui, mais là, vos élèves, ils ne sont pas bons dans tel domaine. C'est une manière de juger les enseignants par vous allez retravailler ces domaines-là, et on va normaliser les pratiques. Okay. On va dire, c'est comme ça qu'il faut faire pour enseigner, c'est pas une autre méthode, c'est cette méthode-là. Je vois je flaire l'arnaque derrière tout ça. Voilà. On va en reparler tout de suite, Guylaine. Merci, je suis obligé de t'interrompre parce que la France est en récession, tu le sais. Pourquoi ? Parce que ces connards de pauvres ne veulent plus consommer, n'achètent plus rien. Alors pour les faire cracher, c'est le moment de la publicité. Bruno Le Maire, c'est pour toi. Radio Nova.
Le grand mix. Babylone, Babylone, Rastafari. Toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité Guylaine David, porte-parole du SNUIPP, le syndicat majoritaire des instits. Guylaine, on a plein de questions à te poser, mais avant ça, je voudrais te présenter celle qu'on a connue avec son spectacle « Comment épouser un milliardaire ?» et à qui j'ai dit « Tu sais que Radio Nova appartient à Mathieu Pigasse ?» et qui m'a répondu « J'arrive !» immédiatement. C'est bien évidemment Audrey Vernon. Merci, oh là là, je suis tellement contente d'être là. Un théâtre, un micro, une radio. J'ai été la première parmi vous à être virée d'Inter il y a 7 ans, juste avant Pierre-Emmanuel. Les autres, vous avez tardé. J'ai l'impression de faire une émission devant tous mes ex. Non pas qu'on ait tous eu une liaison, mais bon, on se connaît quand même très bien. Et quand tu passes un entretien d'embauche devant ta tante, c'est quand même que ton cercle professionnel, c'est un peu restreint. Et puis, c'est dur de vous surprendre. Alors, c'est l'histoire d'un milliardaire. Elle fait encore des blagues sur les milliardaires, Vernon? Bon, je me fais de blagues. Merci, Aymeric. C'est ça que tu penses de moi? Bon, je vais tuer direct l'éléphant dans la pièce. Nova appartient à un milliardaire. Waouh, le scoop. Je sors de chez moi le matin, je marche sur un milliardaire. Les mecs ont privatisé le monde. D'ailleurs, Mathieu Pigasse, il a eu le sentiment de s'être fait arnaquer quand il a racheté Le Monde. Il n'avait pas compris que c'était le journal. Donc oui, j'aurais pu faire une chronique sur lui, mais flemme. Pour dire quoi? Il est associé d'Invivo, il spécule sur les dettes publiques, il mange des agriculteurs au petit déjeuner, il a l'empreinte carbone du Bhoutan, il rachète des médias. Banal. Bon, j'ai quand même vérifié. Bon, bah c'est la dernière. Allez, hop. Ça portait bien son nom. C'est beau. Bon, j'ai quand même vérifié qu'il ne déportait pas d'Ougandais comme le PDG de Total, Patrick Pouyanné, qui dit aux Africains sur le tracé de son néolédique salut les gars, ça vous dérangerait de faire vos trucs plus loin? Quel truc? Bah, vos trucs là, cultiver la terre, élever vos enfants, construire vos maisons, vivre. Oui, c'est ça, vivre. Vous pouvez vivre plus loin? En France? Non, pas en France. En France, on vous déteste. On accueille déjà votre pétrole, on ne peut pas tout prendre. Donc, Mathieu Pigasse n'étant pas à ce niveau de crime, j'ai décidé d'appeler ma première chronique « J'ai trié du NAFTA ». La semaine dernière, j'ai décidé de ranger ma maison, tout en écrivant « Comment épouser un milliardaire 2 », la suite de mon spectacle à succès. Oui, à succès. Depuis que j'écris sur les milliardaires, leur nombre a été multiplié par 5. Les 85 premiers sont plus riches que la moitié la plus pauvre de l'humanité, donc oui, succès. Et en travaillant sur le pétrole, bon, il va être drôle son spectacle, Aymeric. J'ai compris un truc dingue. Dans chaque baril de pétrole, il y a 4 litres de nafta. Et le nafta, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas le brûler dans les avions, on ne peut pas le stocker. Alors, on le transforme en crème pour le visage, en plastique et en jouets. Quand je triais les Legos, en essayant de mettre chaque petite pièce dans le bon bac, les Playmo avec les Playmo, les mini ailes de fée, les petites chaussures de Barbie, je pensais à Patrick Pouyanné, le PDG de Total, et je me disais, mais en fait, c'est pas ma charge mentale de stocker ton nafta, mec. J'ai rempli 10 sacs de vieux jouets. Et là, je me suis retrouvée devant un dilemme. Soit je les jette et ils seront brûlés ou enfouis, parce qu'en France, on ne recycle pas les jouets. Soit je les donne, je mets une annonce. Un monsieur m'appelle, je prends tout. Vous êtes une association? Non, c'est pour envoyer aux enfants en Algérie. Et là, je me suis dit, mais c'est absurde. Je vais refiler à une maman algérienne la charge mentale de mon nafta. Et en plus, si ça se trouve, ce nafta, il a été extrait du pétrole algérien, puis il est allé au Laos pour être transformé en mini-téléphone Reine des Neiges, puis dans une pêche au canard, puis dans mon grenier. Et là, il va retourner à son point de départ après avoir eu l'empreinte carbone de Mathieu Pigasse. Et puis, une fois cassé, ce jouet, il va être brûlé ou enfoui. Il va polluer la terre, puis la chair des enfants algériens, puis la chair de mes enfants. Oui, parce que mes enfants mangent des enfants. J'étais tellement en colère contre Patrick Pouyanné. Alors, si cette maman algérienne nous écoute, désolée pour le cadeau empoisonné. Les Playmobil unijambistes, promis, je les ai gardés. Et la prochaine personne qui m'offre un truc en plastique, je la mets dans un avion pour l'Ouganda. Merci Audrey Vernon. Merci Audrey. Sois la bienvenue dans cette joyeuse troupe. On se retrouve bientôt. Tu joues ton spectacle sur scène. Vous pouvez retrouver Audrey Vernon sur Instagram.
Et je crois que Juliette avait une question carrément en rapport. Carrément en rapport. Et c'est là où on voit ton professionnalisme, Juliette. Bien sûr. Alors, une question pour Guylaine David. Ouais. En France, c'est bien connu, on n'a pas de pétrole, mais on a des profs. Et non, en fait, on n'a rien, puisque cette rentrée, dans le premier degré, il manque 1500 enseignants. Je crois que vous n'avez même pas assez de candidats. Je crois qu'il y a plus de candidats à Top Chef et à The Voice. Alors, je n'ai pas vérifié s'il y en avait plus à Top Chef. Non, alors ça, c'est mes calculs de mon institut scientifique. Je ne fais pas ces comparaisons, mais en tout cas, oui, c'est vrai. Oui, on manque de candidats, notamment sur les académies déficitaires Créteil, Versailles et Guyane, où on a moins de candidats que de postes. Donc, on a un nombre de candidats, notamment pour les écrits, qui sont suffisamment bas. Enfin, en tout cas, on ne peut pas recruter suffisamment après au niveau des oraux. Donc, on a un manque de profs dès la fin du concours. Ce qui amène le gouvernement à recruter des contractuels. Ça, est-ce que tu peux l'expliquer? Qu'est-ce que c'est un contractuel? Un contractuel, c'est donc quelqu'un qui ne passe pas le concours, mais qui n'a pas forcément de formation non plus. Donc, il passe pas le concours. Par exemple, Émeric. Voilà, Prenons un exemple. Non, le prof d'Émeric. Le prof d'Émeric. Et oui, donc en fait, on peut recruter. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y avait des job dating pour les profs. Donc, mais ça paraissait être un truc du Gorafi. Genre, on pouvait être recruté en 3 heures tout à fait. Et se retrouver devant une classe tout comme ça. Il y a même des journalistes qui ont été recrutés. Et oui, donc ce sont des gens qui vont devenir enseignants sans avoir la formation, donc, et qui vont alors parfois déchanter très rapidement, mais surtout ne pas avoir suffisamment de formation. On sait bien que enseigner, c'est un métier qui s'apprend, donc on a besoin de connaissances sur le développement de l'enfant, la psychologie de l'enfant, mais aussi les compétences qu'on va transmettre aux enfants, ce qu'on appelle chez nous la didactique, c'est-à-dire comment on va apprendre aux élèves et comment eux apprennent. Donc c'est important. Ils sont balancés devant des classes. Ils sont balancés devant des classes et donc ils peuvent se retrouver en difficulté, mais on a aussi, on voit bien, il y a une volonté derrière tout ça de ne pas forcément recruter suffisamment d'enseignants, parce que si ce problème d'attractivité, on pourrait le résoudre assez facilement. Mais quand tu dis problème d'attractivité, ça veut dire que c'est juste le salaire qui n'est pas à la hauteur de. Alors, en premier lieu, c'est le salaire, oui, effectivement. Ils pensent qu'à l'argent, les profs. Oui, voilà, c'est ça. On a subi un déclassement salarial en 20 ans, et donc, effectivement, c'est la question du salaire. Mais après, il y a d'autres choses. Les conditions de travail des enseignants se sont terriblement dégradées ces dernières années. Et on voit bien que c'est aussi quelque chose qui fait qu'on a beaucoup de démissions ou de ruptures conventionnelles depuis plusieurs années. Les gens quittent le métier, ne veulent plus le faire parce qu'ils ne trouvent plus de sens dans ce métier qu'ils sont en train de faire. Et ça, c'est la tendance, j'imagine, qui n'est pas très très bonne. Ça continue comme ça. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, Pape Ndiaye, quand il est arrivé... Pape Ndiaye. Ouais, quand il est arrivé au gouvernement... Qu'est-ce qui nous manque, celui-là? Il avait déclaré... le mot choc revient souvent quand même chez les ministres. Il voulait déclencher un choc d'attractivité. Mais on sent de toute façon, dès qu'il y a un truc comme ça, une expression comme ça, c'est de droite. C'est de droite. Et donc ça n'a pas été une belle réussite, comme on dit. Non, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à revaloriser les débuts de carrière, mais pas les milieux de carrière. Puis vous vous souvenez qu'ils ont mis en place une rémunération au mérite et à gagner plus en travaillant plus. C'est le fameux pacte enseignant. Ça, c'est pareil. Dès qu'il y a des formules, dès que c'est McKinsey derrière, hop, on sait que c'est une entourloupe. Et donc, ça, ce sont des choses qui ne fonctionnent pas non plus dans le métier. Mais il y a aussi la question de la reconnaissance des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de la reconnaissance. On ne reconnaît plus le métier d'enseignant comme on le reconnaissait il y a encore 10-15 ans. Et c'est aussi ce qui fait que les jeunes ne veulent plus s'engager dans le métier. Puis on a complexifié le parcours de formation. On a élevé le niveau de recrutement au niveau Master 2. Donc, il faut 5 ans maintenant pour devenir enseignant et passer le concours. Oui, c'est Koh-Lanta, quoi. Tout est à revoir. Mais, avant, c'était 3 ans, c'est ça? Ouais, on était recrutés au niveau licence. Et on voit bien que... Mais je voulais être prof, moi. Ah oui? Ouais. Eh bien, on va partir sur l'interview d'Émeric, si ça ne dérange pas. On s'en est bien tiré.
D'accord, ouais, donc la tendance c'est vraiment dégueulasse. Je résume, je vulgarise bien évidemment. Merci Guylaine. Tes réponses évidemment appellent plein d'autres questions et ça tombe bien puisqu'autour de la table aujourd'hui, juste à côté de toi, il y a un spécialiste d'à peu près tout. Chers auditeurs, chères auditrices, la dernière c'est votre émission, vous l'écoutez, mais nous aussi on vous écoute. Vous avez des questions et Pierre-Emmanuel Barré a des réponses. Cette semaine encore, il a décidé de vous donner la parole, Pierre-Emmanuel. Non. Non, je suis désolé, mais j'ai 2 enfants à élever, un spectacle à préparer, j'ai autre chose à foutre qu'aller regarder mes DM Instagram. Excusez-moi de travailler, j'ai pas envie que les gens disent de mon spectacle ce que les puéricultrices disent de mes enfants, à savoir, moi, bof. J'en ai lu une de questions sur Instagram, c'était une dame qui me demandait si Aymeric Lompré allait jouer son spectacle en Corse. Alors, Aymeric, la bonne nouvelle, c'est que tes fans savent écrire, on s'y attendait pas, la mauvaise, c'est qu'ils pensent que tu sais pas lire. Et désolé, madame, Aymeric ne viendra pas. Quand on est écolo, on prend pas l'avion ou le ferry pour aller faire des blagues sur la montée des eaux en Corse. Alors, je sais ce que tu vas me dire, Aymeric. Gna gna gna, je n'ai pas d'enfants, je pollue moins, et alors, ils sont nés. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les tuer, mes enfants? Ben, figure-toi que j'ai posé la question à mon avocat et on n'a pas le droit. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû lui poser la question plus tôt, quand j'avais 3 enfants et un spectacle à préparer. Rassurez-vous, c'était pas le plus étincelant de la fratrie. La preuve, ça fait 6 mois et à la crèche, ils se sont toujours pas rendus compte qu'ils venaient plus. C'est quand même dingue, les Corses. Ce qu'il leur faut, c'est des digues et des gilets de sauvetage pour pas finir sous la mer. Et ils sont là, ni quand il vient, Aymeric Lompré. Ça donne envie de prendre l'avion tous les matins pour aller acheter des bouteilles d'eau en plastique à New York. Comme ça, dans 5 ans, la seule façon de visiter Ajaccio, ce sera en apnée. Évidemment, les locaux devront s'adapter à leur nouveau milieu de vie. Bonjour, je m'appelle Dominique Dominici. Enchanté, moi, c'est Bob l'éponge. Les Corses? Non. Alors dégage de ma palourde ou je te bute. C'est rassurant de voir qu'il y a des choses qui ne changent pas. Bref, cette semaine encore, j'ai dû inventer les questions des auditeurs, puisqu'il n'y a que moi qui en pose des pertinentes. Et la première question nous vient de Thibaut, qui nous écrit de Saint-Roustan. Inutile de me demander où c'est. C'est le même village inventé que la semaine dernière. J'ai gardé le même nom parce que j'ai 2 enfants et un spectacle à préparer. J'ai autre chose à foutre que d'inventer des noms de villages. Mais je me suis quand même renseigné un petit peu sur Saint-Roustan. Et figurez-vous que c'est là-bas qu'est né Hippolyte de Guémenez, l'un des plus célèbres humoristes du XXe siècle, à qui l'on doit notamment l'excellent sketch du ver de terre qui voulait devenir nazi. Je ne sais pas si vous en souvenez, ça m'étonnerait puisque j'invente, mais c'était tordant. Le ver de terre passait un entretien, mais il n'arrivait pas à faire le salut nazi parce qu'il n'a pas de bras. Donc, Thibaut de Saint-Roustan nous dit... Cher Pierre-Emmanuel, quand je fais pipi, il y a toujours quelques gouttes dans mon slip. Comment faire? Eh bien, Thibaut, commence peut-être par retirer ton slip pour faire pipi. Qu'en penses-tu? C'est peut-être une bonne idée, espèce de crétin. Deuxième question, qui nous vient également de Thibaut de Saint-Roustan, qui nous dit « Merci pour le conseil du slip. Ça marche bien mieux, mais maintenant, il y a du caca sur mes chaussures. » Eh bien oui, Thibaut, il faut plier les genoux pour désaxer le rectum. On ne défèque pas debout, Thibaut, c'est dégueulasse. On s'assied sur les toilettes et ça tombe tout droit. Newton, il a fait la théorie avec une pomme. Si ça avait été avec de la merde, ça aurait donné le même résultat. Peut-être pas la même postérité, mais le même résultat. Puis Thibaut, tu commences à nous les briser. Si t'es pas foutu de faire tes besoins proprement, t'enlèves tous tes vêtements, tu vas te soulager dans la forêt en tournoyant sur toi-même pour enlever le plus gros. Et quand tu reviens, tu passes à l'éléphant bleu, tu t'allonges sous les rouleaux. Et quand il y a une voiture qui arrive ou un camion, mieux... Tu bouges pas. Putain, Saint-Roustan, c'est quelque chose quand même, hein. Je sais pas où c'est, mais ça m'étonnerait pas que ce soit en Corse. Alors, voilà pour les questions de la semaine. Si l'envie vous prend de m'en poser d'autres sur les réseaux sociaux, et si jamais la semaine prochaine je n'ai plus qu'un enfant et pas de spectacle à préparer, je les lirai sûrement avec attention. Merci Pierre-Emmanuel Barré. J'ai adoré, sauf les blagues sur la Corse. Non, ça, pour des raisons de sécurité. Je ne peux pas cautionner. Guylaine David, porte-parole du SNUIPP, est toujours avec nous. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Oh là, on me l'avait pas posé cette question. Ah bah ouais, il y a des questions pointues ici. Hein. Attention, hein. Pas France Culture, là. Hein. Ah merde! J'ai vu Gaëtan Roussel hier à la fête de l'UMA, c'était très bien. Eh ben alors le coup de bol, puisque on écoute Outcast, Miss Jackson. Yeah, that's the right
right here goes out to all the babies, mamas. Baby mamas. Yeah, go like this. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama, mama. Don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out and let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, shit, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Me and your daughter got a special thing going on. You say it's puppy love. We say it's full grown. Hope that we feel this way forever. You can plan a pretty picnic, but you can't predict the weather. Miss Jackson. 10 times out of 9, now if I'm lying, fine. The quickest muzzle, throw it on my mouth and I'll decline. King meets queen, then the puppy love thing. Together dream about that crib with the good year swing. On the oak tree, I hope we feel like this forever. Forever, forever, ever, forever, ever. Forever never seems that long until you're grown. And notice that the day-by-day ruler can't be too wrong. Miss Jackson, my intentions were good. I wish I could become a magician to abracadabra all the sadder. Thoughts of me, thoughts of she, thoughts of he. Asking what happened to the feeling that her and me had. I pray so much about it, need some knee pads. It happened for a reason, one can't be mad. So know this, know that everything's cool. And yes, I will be present on the first day of school and graduation. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he treats me. Shit, look at the way you treat me. See your little nose ass homegirl and got your ass sent up the creek, G. Without a pad on, you left the straddle and ride this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my dick all in, I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity, envy, cheating, beating, and the N to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. La dernière. Ne bouge pas. C'était Outcast, Miss Jackson. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité, la porte-parole du syndicat majoritaire des Instits, Guylaine David. Allez, on rigole, on s'amuse, on écoute de la musique, mais je vous rappelle que le monde va mal. D'accord, hein, donc c'est le moment où je pète l'ambiance. C'est le moment de la panique morale de la semaine. Ouais. La France a peur. Arrêtez! Personne n'a craqué. Pardon, mais tu le sais sans doute, Guylaine, dans cette émission, j'apporte un peu d'équilibre. Voilà, c'est important. Je vous rappelle que Meurice, en sanskrit, ça veut dire nuance et pondération. Parce que, Guylaine, j'entends ce que tu dis sur l'école depuis tout à l'heure. On n'a pas les moyens, la maïf, les pulls à bouloche, ça gratte. Mais il y a des choses que tu ne dis pas, Guylaine, et celles-là, je les ai pas entendues. Vrai ou faux? Ah, tu dis rien, j'en étais sûr, piégé. Alors, ce que tu ne dis pas, heureusement qu'on peut l'entendre ailleurs, sur l'état de l'école et les causes du délabrement, c'était le thème toute la semaine dans plein d'émissions que je regardais avec passion. Et la star de ces émissions était Jean-Paul Briguelli, c'est un ancien prof. Tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Et oui, t'es pas très à l'aise, Guigui, je le sens.
parce que Jean-Paul, il dit les termes sur les instits. Ça, c'était sur France Info. Ils sont recrutés dans des sections de psycho, de sociaux, de ludico, quelque chose, etc. Ils ne connaissent rien, par exemple, aux mathématiques, ils ne connaissent rien à l'histoire-géographie, ils ne connaissent rien aux lettres. C'est des cons les instits, Guigui, c'est ça que tu dis pas, voilà. On dit pas assez, par exemple, 3456 x 37. Des incultes, putain, des incultes. On leur confie nos gosses. Alors je te rassure, Guylaine, il n'y a pas que les instits qui sont cons. Selon Jean-Paul, sur Sud Radio cette fois. On a actuellement sur les bancs de l'école la génération Z. C'est Z comme 0. Mais c'est à ce point, vraiment? Oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant de voir à quel point les gamins sont cons aussi. Et alors ça, c'était sur Sud Radio avec André Berkoff. Donc quand André Berkoff vous trouve con... c'est comme quand BHL vous trouve prétentieux, quoi. Ou Michel Barnier vous trouve vieux. Ça compte vraiment pour deux. Il y a d'autres trucs qui font réfléchir Jean-Paul sur CNews, évidemment. À la rentrée, là, on a appris que on avait déposé un très grand nombre de demandes pour faire des écoles juives. Oui. Mais il n'y a eu aucune demande, pour faire des écoles musulmanes, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir des écoles musulmanes. Ils sont dans l'école publique. Et voilà, le problème de l'école publique, c'est l'islam. C'est Jean-Paul qui le dit. Cherchez pas plus loin, on fait du calcul mental avec des chiffres arabes. Cherchez pas plus loin. Moi, j'avais Jean-Pierre Minaret en cours de sport. Coïncidence? Je ne le pense pas, non? Il faut dire la vérité sur l'école, les élèves, les profs. Cécile Chabot sur CNews, une prof qui connaît bien ses collègues. Alors, au mieux, ils sont fumistes. Au pire, ils n'aiment pas les enfants, ils n'aiment pas leur métier et ils sont là uniquement pour profiter de leur statut de fonctionnaire. C'est fort. C'est fort. Quand même le journaliste de CNews est choqué, c'est vraiment que t'as tapé juste. C'est comme battre Teddy Riner au bras de fer. Il y a un truc vraiment de l'ordre de la performance. Et performance aussi sur RMC, les grandes gueules que j'écoute également vraiment avec assiduité. Alors je vous jure, c'est son vrai nom, celui qu'on va entendre, c'est Johnny Blanc. C'est comme Patrick Chablis. Voilà, c'est des noms, des fois ça tombe vraiment juste. Et Johnny, il nous parle de l'allocation de rentrée scolaire. On donne une allocation de rentrée scolaire encore plus importante. Oui. Quand tu parles aux éboueurs de Paris, ils te disent quoi? La semaine où on verse les allocations de rentrée scolaire, on passe notre temps à ramasser des cartons d'écran plat sur les trottoirs. Et alors, on le sait ça, Guylaine, les concessionnaires Lamborghini, la semaine du versement de l'allocation, ils sont en rupture de stock, les gars, voilà, parce que les pauvres, c'est des cons. On peut le dire. Allez, remets-moi une suce, Pierrot. Bon, il y en a un qui l'avait bien dit il y a quelques années, c'est Jean-Michel Blanquer, on en a un peu parlé tout à l'heure. Sauf que quand Blanquer, il prenait les choses en main, parce qu'il les prenait en main, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Jean-Paul Brigelli, il sait ce qui se passait. La responsable du SNUIPP, le principal syndicat de professeurs des écoles, dit il fait du caporalisme, etc. Espèce d'imbécile. Ah, bah il te... Eh ben, il te connaît, Guylaine, j'ai l'impression, il te connaît. Ce brave Jean-Paul, qui a appris l'élégance et la politesse à l'école, aussi visiblement. Allez, résiste, prouve que tu es antisyndicaliste. La France a peur. Merci beaucoup, merci. Il fallait que les choses soient dites. Ah, mais les choses sont dites. Et c'est ma responsabilité. Non, mais là, Guillaume, les choses sont dites. On est désolé pour l'imbécile, Guylaine. De toutes les conneries qu'on entend sur l'école, les enseignants, est-ce que les profs ne foutent rien? La preuve, ils ont 2 mois de vacances. C'est le truc le plus énervant que t'entends, à part évidemment que vous n'êtes pas très très fort en tout ce qui est mode, un peu comme Guillaume Meurice. Ouais, non, je pense qu'effectivement, c'est le... Enfin, je sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, mais c'est souvent ce qui se dit quand même. Je pense quand même qu'il y a des enseignants dans la salle, mais c'est effectivement ce qui se dit. En fait, les enseignants travaillent pour les vacances, font ce métier-là pour avoir des vacances. Et effectivement, moi, ce que je dis aux gens quand on me dit ça, c'est oui, pourquoi pas, viens travailler dans l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'ils répondent là? Je peux pas, je suis en vacances. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des études du ministère qui font des études auprès des enseignants, on voit qu'un enseignant, un professeur des écoles travaille 44 heures par semaine, parce qu'il n'y a pas que le visible, il y a tout ce qui est invisible, parce que quand on a 6 heures de classe par jour, il faut préparer les cours, il faut corriger les cahiers, il faut prévoir les projets pédagogiques, c'est normal, il faut qu'on fasse tout ça, et on le fait sur le temps parfois personnel, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut le faire. Donc on voit bien que sur la rentrée scolaire, par exemple,
Les enseignants n'arrivent pas le matin de la rentrée scolaire sans avoir travaillé, donc on travaille effectivement pendant les vacances et on a ce temps-là qui est incompressible parce qu'effectivement il faut bien faire face à nos classes et donc mais c'est vrai que ça fait partie des choses un peu agaçantes mais récurrentes. Après, quand on a un peu d'ancienneté, mais ça s'est peut-être un peu calmé pendant le Covid parce que les gens qui ont eu à faire la classe à leurs gosses chez eux se sont peut-être rendus compte de la difficulté du métier. Ils oublient vite. Mais c'est vrai que pendant le Covid, on a eu cette impression, enfin les parents qui se retrouvaient à faire l'école à la maison, ça a été complexe pour tout le monde, on a bien vu. Effectivement, on a tiré le chapeau, enfin tout le monde a dit oui, les enseignants travaillent, enfin... c'est un métier, c'est compliqué, et gérer une classe, c'est parce que quand on gère 3 enfants à la maison parce qu'on fait les devoirs le soir, c'est pas pareil quand on gère un groupe. Donc voilà. Mais oui, je pense que les gens oublient facilement. Après, c'est pas les parents d'élèves qui pensent ça. C'est-à-dire que quand on va interviewer les gens dans la rue, c'est pas les parents d'élèves, ils sont conscients de l'engagement des enseignants. C'est les éditorialistes. Voilà, c'est les gens qui sont loin de l'école et puis qui sont là pour polémiquer, effectivement, comme Jean-Paul Bouygueli. Ouais, le fameux. Et il y a d'autres paniques morales sur l'école, notamment, on parle souvent des fringues. Alors, soit... des fringues des filles. Oui, voilà. Alors, soit elles sont trop à poil, soit elles sont trop habillées. Ça, c'est quoi? C'est des boules de feu de ninja pour un peu créer la diversion? Ça aussi, c'est un sport national. C'est-à-dire qu'on crée de la diversion. Alors après, on pourrait parler du Rassemblement national avec les questions sur l'abaya ou sur les questions sur la laïcité. Mais on est... d'abord, effectivement, c'est souvent les jeunes filles qui sont interpellées pour leur tenue à l'école. Enfin, donc ça pose problème, comme ça pose la question de l'égalité filles-garçons, qui est quelque chose d'important à faire à l'école, parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur ces questions. Il paraît que c'est pas bien réglé, cette histoire d'égalité filles-garçons. Non, c'est pas très bien réglé, et ça se traduit après sur des inégalités hommes-femmes, bien sûr. Ouais. Ok, très bien. On va reparler de tout ça, évidemment, Guylaine, c'est très intéressant. Tu me disais quand même tout à l'heure qu'en tant que prof, t'es tellement payé que tu sais pas quoi foutre de ton argent. Eh bien, quelques idées dans cette page de publicité. La dernière. Nova. Le grand mix. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière. Avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lomprey et notre invité Guylaine David, porte-parole du SNUIPP, le syndicat majoritaire des instituts. Et on accueille également celui qui est psychologue clinicien, spécialiste du cerveau. Je me suis dit, ce serait pas du luxe de l'avoir avec nous. On en a besoin. Je vous présente, mesdames et messieurs, Albert Moukébert. Merci. On t'écoute, Albert. De quoi tu veux nous parler, Albert? En fait, je me suis dit, vu que l'émission s'appelle La Dernière, et donc éventuellement vous allez vous faire virer, la dernière fois, certains d'entre vous ici, dont les initiales commencent par Guillaume Meurice, se sont fait virer un peu abruptement. Je dis, on va aider Radio Nova pour savoir quand est-ce qu'ils devraient vous virer. Donc, je me dis, on va trouver une sorte de méthodologie pour vous virer mieux. Ok. Tous les chefs sont à l'écoute. Donc voilà. Donc je vais les aider pour savoir qu'en faire. Donc je suis allé demander aux gens qui s'y connaissent le mieux, les cabinets de conseil, McKinsey, KPMG, etc. Et j'ai découvert qu'ils ont un truc de dingue qui s'appelle les KPI. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ici les KPI, les Key Performance Indicators. C'est en gros des mesures de performance. Donc les KPI, c'est quoi? C'est mesurer, noter et récompenser les gens selon combien ils font bien leur boulot pour savoir s'il faut les garder ou les virer. Et je me suis dit, on peut imaginer des KPI pour vous, par exemple, combien de rires par minute vous faites, combien de plaintes après l'émission vous recevez, ou combien de procès vous retrouvez avec, en sachant que plus vous avez des procès auxquels vous sortez innocent, et plus vous avez une chance de vous faire virer. Ce qui est un peu étrange. C'est paradoxal parfois, ouais. C'est un peu paradoxal, mais ça marche quand même. Et donc, ces KPI sont un peu déployés un peu partout, mais il y a un chercheur du nom de Goodhart qui a remarqué que quand on mesure les humains, parfois, ça fait des trucs pas très bien. Mais donc, il a créé une loi qui s'appelle la loi de Goodhart. Et la loi de Goodhart, elle dit, lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. En gros, quand on met aux gens des sortes d'objectifs qu'on va mesurer pour essayer de voir s'ils bossent bien, il y a certains effets paradoxaux qui vont arriver. Par exemple, si on met un quota de PV aux flics,
ils commencent à en donner de manière abusive pour atteindre leur quota. Quand on prend les médecins, on leur dit il faut faire un certain nombre de consultations par jour, nos médecins, je sais pas, ils s'appellent par exemple Paul et Lily, là, ils commencent à faire n'importe quoi et les médecins, vous avez l'impression que vous rentrez chez votre médecin, 5 minutes, vous sortez et bim, vous devez payer 80 balles. Et enfin, le KPI le plus connu, je me tourne vers ma voisine, le syndicat des profs, je pense qu'ils connaissent très bien ça, c'est les notes à l'école. Les élèves, quand on leur dit il faut avoir une bonne note, ils sont moins intéressés par apprendre, et ils sont plus intéressés par avoir une bonne note, et donc on va commencer à avoir du bachotage, se dire le prof il a mis ce chapitre la semaine passée, donc cette semaine ce chapitre ne va tomber. En fait, cette loi de Goodhart, elle cache un truc d'un peu plus grave, qui est que quand des personnes en position d'autorité, des supérieurs hiérarchiques, des gouvernements, etc., ont une vision naïve de la psychologie humaine, en pensant bien faire, en disant on va objectiver, on va mesurer, ça peut se retourner contre eux. Et dans cette psychologie naïve, il y a plein d'autres lois qui viennent se cacher dedans. On peut penser par exemple au fameux « les gens n'aiment pas changer », la résistance au changement. Et donc si moi je fais une loi et les gens résistent, je me dis c'est pas grave, les gens n'aiment pas changer et donc je vais passer en force, alors que je suis pas sûr. Si on prend quelqu'un qui habite dans un 40 mètres carrés, on lui dit on va te changer dans un 200 mètres carrés, on va dire non, j'aime pas le changement, moi je résiste au changement, j'aime pas trop ça, ou des choses comme ça. Genre, c'est des croyances comme ça sur comment... C'est toujours les gens qui fonctionnent comme ça. Évidemment, on se sort du lot parce qu'on est au-dessus des gens. Ça rappelle, il y a des petites références à l'actualité, j'ai l'impression. Un tout petit peu. Ouais. Et je pense que là, cette référence est aussi... ça va peut-être te parler. Une des lois de psychologie intuitive que j'aime le plus s'appelle le modèle du déficit informationnel. Et c'est une sorte de croyance qui croit que si les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est qu'ils n'ont pas compris. Moi je suis un peu ça, moi. Et que donc il faut faire de la pédagogie. Et donc à chaque fois qu'il y a un problème, je veux passer par exemple une loi, je sais pas, une réforme des retraites par exemple, et les gens n'en veulent pas. Alors là, on va dire, on n'a pas fait assez de pédagogie avec le peuple, il faut faire plus d'éducation. Et le problème avec ça, c'est qu'on devient complètement incapable de concevoir que des gens ont peut-être très très bien compris, ils sont juste pas d'accord avec moi. Très bien, c'est limpide. Est-ce que dans le même ordre d'idées, tu peux nous parler de l'effet Cobra ? Ah oui, l'effet Cobra, c'est une autre croyance, c'est celle de croire que les humains fonctionnent sur le principe de la récompense et du bâton. Et c'est une histoire, l'effet Cobra tient ça à une histoire qui a eu lieu en Inde il y a longtemps, au temps du mandat britannique. Il y avait en gros une infestation de cobras un peu partout, et le gouvernement a eu la super bonne idée de se dire on va faire une sorte de récompense monétaire. Si vous chopez des cobras, vous les ramenez et on vous paye une certaine somme d'argent. Quelques semaines plus tard, le gouvernement commence à avoir des tonnes de cobras, des tonnes de cobras. Ils se disent mais qu'est-ce qui se passe ? L'infestation n'était pas aussi grande, et ils ont découvert que la majorité des citoyens ont commencé à accoupler des cobras chez eux pour avoir plus de cobras, pour se faire des sous. Malin. Et donc ils se sont dit ok, on va arrêter le programme de récompense. Les gens se retrouvaient avec des cobras chez eux avec lesquels ils ne pouvaient rien faire, donc ils les ont relâchés. Et là aussi, ne pas se demander comment on fonctionne et juste prendre les gens pour des sortes de gens mécanistes, genre un bâton, une carotte et tout va bien. Parfois ça se passe pas hyper bien non plus. Merci Albert, merci pour ça. Albert Moukébert, tu viens de sortir un livre, on peut te retrouver dans ton livre qui vient de sortir, qui s'appelle Neuromania, et que je vous conseille. Et tu parlais de Guylaine David, donc, je rappelle, porte-parole du syndicat majoritaire des Instits, le SNU-IPP. Et donc, on retrouve ces fameux indicateurs à l'école. Alors toi, tu parlais des élèves avec les notes, mais est-ce que les profs, ils sont évalués aussi ? Il y a des sortes de critères, Oui, il y a des évaluations. On est évalué plusieurs fois dans notre carrière. Comment ça se passe alors ? C'est comme nous, quand on était à l'école, des fois il y avait la visite de l'inspecteur, c'est ça ? Vous avez tous connu ça. Donc on a l'inspecteur qui est au fond de la classe, qui regarde comment on travaille, et puis qui à la fin va mettre une appréciation. Avant on mettait une note, maintenant c'est plus une note, c'est une appréciation. Mais c'est ce qui permet de gravir plus vite les échelons en tant qu'enseignant. Donc, mais ils viennent une fois tous les combien ? Parce que alors, moi je me souviens qu'il y a des profs qui nous préparaient à ça. Il disait, là, je vais être inspecté la semaine prochaine. Et ça rejoint la chronique d'Albert. Exactement ça. Et il fallait qu'on se tienne à carreau. Et le reste de l'année, Et le reste de l'année, on s'en foutait. On avait un prof qu'on pouvait tutoyer. Et quand il était contrôlé, il disait, non, là, vous voyez aujourd'hui. Donc comment ça peut continuer à fonctionner comme ça ? Non, mais c'est-à-dire que c'est important quand même de voir si on répond bien aux critères aussi. On a une liberté pédagogique, mais on a aussi un cadre qu'on doit respecter avec des programmes. Et il faut aussi voir si on fonctionne bien. Mais c'est toujours compliqué quand c'est pas accompagné derrière. C'est-à-dire que quand on est évalué par un inspecteur, derrière, si on ne répond pas aux critères, il va falloir accompagner. Cet accompagnement-là, on l'a difficilement. C'est aussi ça qui met les enseignants en difficulté. Donc ça veut dire des fois ils disent ça va pas.
et démerde-toi. Oui, puis la question du mérite aussi, elle est aussi dans les évaluations. C'est-à-dire que dans cette évaluation des enseignants, puisque ceux qui sont le mieux notés vont gravir les échelons plus vite, donc ils vont arriver plus vite à la fin de leur carrière au meilleur échelon et donc gagner plus rapidement plus d'argent. Donc en fait, on voit bien qu'il y a aussi une question du travail au mérite. Et si je reprends l'exemple du pacte quand même, parce que le fameux pacte contre lequel on s'oppose syndicalement, parce que on voit bien que là aussi, c'est ceux qui vont être capables de faire plus, de travailler plus, vont donc s'engager dans des projets autres. Donc souvent sur du temps personnel, ce qui fait aussi que là aussi, sur les inégalités hommes-femmes, on retrouve toujours les mêmes difficultés, c'est-à-dire que les femmes sont moins rémunérées que les hommes dans le métier, parce que effectivement, elles sont occupées par des tâches familiales souvent, et donc elles ne vont pas s'engager dans ces tâches-là. Et donc on voit bien que ce fonctionnement au mérite, c'était, je vous le rappelle, alors, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais c'était la volonté de Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. Oui, tu l'avais oublié celui-là. Oui, mais voilà, moi je ne l'ai pas oublié. Mais pas toi, ouais. Je sens que quand tu voilà. un petit truc est coincé dans la gorge. Il avait cette volonté-là aussi sur une réforme des fonctionnaires, sur cette question-là, sur la fonction publique, d'avoir une réforme qui engage la question du mérite. Mais on voit bien que cette question de la performance, on peut le rapporter aussi aux élèves. Nous, on fait aussi on nous fait faire des évaluations d'école. Si on évalue, il faut qu'on évalue la façon dont on travaille. Cette course à l'évaluation sans arrêt, c'est systématique dans l'école, mais c'est vrai que ça perturbe le système. Et puis ça engage une perte de sens du métier aussi, c'est-à-dire qu'on est sur le bachotage, par exemple. Tu as juste à répondre à des critères. Oui, le bachotage, on voit bien, de bon élève, quoi. Sur les évaluations en CP, on a vu fleurir des manuels, des livres pour enfants avec exactement les mêmes types d'évaluations pour pouvoir les préparer avant l'entrée au CP. Et ça réussit surtout aux bons élèves et pas aux élèves des milieux populaires qui sont en difficulté et qui, de toute façon, n'auront pas l'aide à la maison aussi de leurs parents pour les préparer comme ça. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a en France un système aussi à deux vitesses où on est le pays de l'OCDE où on n'arrive pas à combattre les inégalités scolaires. Parce que, justement, on a un système qui ne permet pas de donner plus aux élèves qui en ont le plus besoin. Tu voudrais dire qu'il y aurait encore des inégalités et qu'il faudrait les combattre ? Tout à fait. Je vois très bien ce que vous voulez dire, Guilette. Merci beaucoup, en tout cas, merci, c'était passionnant. On a un peu élevé le niveau. Là, le silence qui s'est fait dans la salle. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut encore élever le niveau plus que ça ? Eh bien, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que oui, puisque vous l'attendez peut-être. C'est le moment de la chronique d'Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu. Ouais. Bon, vous devez deviner qui je suis. 1%, 2%, 18%, 12%, 3%, 11%. Aymeric Lompré à taux variable. Oh Allez, c'est difficile de s'arrêter de rire après ça. Allez, c'est parti pour l'actualité. L'actualité, elle n'attend pas. L'actualité, c'est pas un enfant roux qu'on aurait battu, brûlé avec des cigarettes et lâchement abandonné le long d'une route de Moselle et qui serait là. Pourquoi la Moselle ? Parce que t'es roux. Bon, là, c'est assez facile de s'arrêter de rire. Allez. Bon, je vais les faire baiser des cobras, moi. Bon, alors, vous avez vu la dette de la France ? Aïe, 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 la France, elle est sur la paille. Bientôt, la France, elle sera à la rue de l'humanité qu'on aille. Il a acheté une carte à la bibliothèque ou quoi, lui ? Attends, riez pas. C'est la merde en France. Là, c'est la merde. La France, bientôt, elle sera dans le caniveau. La France, elle va être là. S'il vous plaît. Après, la Chine, elle va arriver, elle va dire Ambandour. Non, oulala, non. Oh là là, non. Pas faire l'accent chinois, c'est raciste. Pensez à mettre didascalie au début de la phrase. Alors, la priorité du gouvernement, là, pour faire des économies, ils ont décidé de s'attaquer à la fraude fiscale. Non, c'est pas vrai. C'est Bruno Le Maire à l'économie, c'était pas Karl Marx, hein. Sinon, on l'aurait su, si ça avait été Karl Marx, il y aurait eu des poils dans l'évier. Si ça avait été... Mais réfléchissez. Le public de Nova. Putain, y a pas que la musique et les vélos cargo dans la vie. Ouais. Si vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui va s'intéresser à vous. Merde. Bande de... Excusez-moi, patron. Guillaume, excusez-moi. Putain, je m'emporte.
J'ai envie de tout faire valdinguer. Putain, j'ai jamais été comme ça, jamais, à part lundi dernier ou à mon cours de pilates où le prof il a dit le gros au fond, on essaye au moins de toucher le genou. Après j'étais là. Putain, pourquoi il dit ça? Ça sert à rien de toucher son genou. Jamais ça gratte au genou. Bon. J'aurais pas dû à la fête de l'humain. Allez, non, ça gratte jamais les genoux. Les moustiques, ils piquent jamais au genou. Parce que le genou, c'est tendre. Bon, allez. Non, bon, on arrête l'émission. On dit on arrête l'émission. Et on va donner des cours de pilates à Pointe-à-Pitre. Et on appelle ça Pilates des Caraïbes. Bon. C'est beau. Mais ouais, mais... Bon, alors, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Bon, Bruno Le Maire, avant de partir, il a dit que la dette, pour s'attaquer à la dette, il fallait s'attaquer aux gens qui prennent trop d'arrêt maladie. Dernier caca avant de libérer les chiottes. Non. Putain, Bruno Le Maire, quoi. Bruno Le Maire, wow. 7 ans qu'il est ministre de l'économie, à boire du urinard et s'empiffrer comme un gros sac. La dette a progressé de 900 milliards. Il a rajouté 40% à la dette. Et quand il part, tout ce qu'il trouve à dire, c'est les gars, faites attention avec vos jours de carence quand même, là. Merde. Il est nul, Bruno Le Maire. Il est nul. T'es nul, Bruno. Il est nul. Il est nul en économie. Peut-être qu'il aurait dû être ministre des nuls. Tu sais, il se serait réuni tous les mercredis matins, qu'en novembre, avec ses collègues nuls autour de lui. Là, tu sais, l'inventeur des galettes de riz, l'inventeur du tire-bouchon électrique, Patrick Fiori, et quelqu'un qui dit toujours un verre d'eau entre chaque bière. Après, il serait là. Autour de la table. Bonjour, si je vous ai réunis, c'est parce que l'heure est grave. On doit absolument préparer 250 kilos de macédoine de légumes. Ok, je vais mettre des petites galettes de riz pour accompagner. Corsica, Bonifacio. J'ouvre une bouteille. Je vais chercher de l'eau. Bon, en plus, on rigole bien. Bon, en plus, Bruno, il voit que le nombre d'arrêts maladie, il augmente. Lui, il pense tout de suite à la fraude. Lui, c'est la fraude. Tu sais, il se dit pas, tiens, peut-être que les conditions de travail sont de plus en plus dures à cause du stress. Peut-être les vieux, ils travaillent plus longtemps à cause de leur réforme de retraite à la con. Non, lui, c'est la fraude. Hein, mais ça, c'est les problèmes des politiques. Ils ont tellement l'habitude de frauder qu'ils croient que tout le monde le fait. Merci de m'avoir écouté. Allez, Aymeric Lompré, mesdames et messieurs. Pas mal. Ah, tu t'es auto-satisfait. Ah ouais. Ouais. C'est toi qui vas écrire les commentaires sous ta chronique, ouais. Pas mal. Comme quoi, l'ecstasy, c'est pas mal. Guylaine, je sais pas quoi Vous dire. Vous prenez de l'ecstasy. Non mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a entendu toute la semaine. J'ai pris de l'ecstasy. Non, ouais. La chronique est terminée, Aymeric. Oui. C'est vrai que on a entendu ça toute la semaine, les arrêts maladie, etc. Sur BFM, tout ça. Toi, tu vas dans les médias comme ça, mainstream, tu vas te taper les débats. Ouais, pas tous. Il y en a qui refusent, c'est news, tu refuses? Oui. Ouais. Mais BFM, parfois, moi, je te vois dans des débats. Avec ce type d'arguments, est-ce que tu prépares ça? Est-ce que tu as un mental d'acier? Est-ce que tu as des tips? Oui, alors, il faut préparer, effectivement, parce que, faut anticiper les questions des journalistes. Et c'est vrai que, oui, tout dépend des sujets, effectivement, qui sont abordés. Mais il faut préparer, puis il faut pouvoir contester ce qui peut être dit, effectivement, sur le discours ambiance. C'est pas forcément... sur certains médias, ce qui est compliqué, c'est quand on est invité avec d'autres invités qui vont contester ou qui vont être dans un discours complètement hors sol et complètement... et surtout qu'ils connaissent pas, parfois. Ils connaissent pas, parce qu'effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on a... et c'est surtout les politiques qui l'utilisent, mais chacun a son avis sur l'école. Chacun doit savoir... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a toujours... un ministre ou une ministre, et je pense qu'ils l'ont tous fait. Quand ils arrivent, ils commencent par dire oui, ça va mal, les enfants sont mauvais, les élèves sont mauvais en français et en mathématiques, donc on va faire plus de fondamentaux, plus de mathématiques et de français. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le pays de l'OCDE qui fait le plus, qui a un nombre horaire sur les fondamentaux plus important que les autres pays. Mais on y arrive. Est-ce que c'est pas la preuve que les instituts sont nuls? Voilà, ça doit être ça. Et merde, je suis sur CNews, d'accord, pardon. Et donc, tous les ministres donnent des conseils aux enseignants sur comment on doit faire. Donc, par exemple, le coût de la dictée par jour. Chacun, je ne sais pas si vous aviez entendu l'année dernière, Gabriel Attal, ça a été quand même un spécialiste, puisqu'il connaissait parfaitement bien le métier de professeur des écoles. Et donc, il disait il faut absolument faire des dictées tous les jours parce que ça va permettre d'améliorer le niveau en orthographe. Bon, s'il y a des profs de français dans la salle ou des enseignants, ils savent très bien que ce n'est pas l'exercice qui va permettre d'améliorer le niveau en orthographe. Mais on a eu aussi... il a banni les textes à trous. Personne
utilise. Enfin, ceux qui Ça, nous, on utilisent se rend pas bien compte du scandale, là, dit comme ça. Mais moi, je suis hyper chaud pour être contre ou pour. Mais En fait, Et ça donne l'occasion à Émeric de faire des blagues. Je suis pas certain. Voilà, c'était peut-être pas l'exemple qu'il fallait que je prenne. Je vois bien. En tout cas, dans mes... pourquoi c'est intéressant? Pourquoi la dictée? C'est parce que dans l'opinion publique, comme nous, on a tous fait des dictées, on en a chié à l'école. On a l'impression que les parents, maintenant, ils ont envie que leurs gamins, ils en chient aussi avec des dictées. Pourquoi c'est une mauvaise idée de faire des dictées? Il y a une volonté de justement que les élèves réussissent pas, parce que la dictée, c'est l'exercice, le seul exercice qui décompte des points, c'est-à-dire qu'on peut avoir moins 15 sur une dictée. Mais ça permet pas de... ça permet Moi, j'avais pas... même pas commencé la dictée, mais j'ai moins 12. Ça permet pas de réfléchir sur la syntaxe, sur l'orthographe, sur la grammaire de faire une dictée. Ouais. Et donc, alors que les textes à trop, oui. Alors, les textes à trop, ils peuvent être utilisés à certains moments, effectivement, pour aider l'élève à réfléchir sur le contexte de la phrase, où est le sujet, où est le verbe, comment je vais accorder et qu'est-ce que je vais mettre comme texte dans les trous. Voilà. Ouais, oui. Donc il y a une réflexion de l'élève à ce moment-là. Mais c'est plus dur d'être ici que sur BFM finalement. J'ai l'impression. C'est difficile en fait, effectivement. Mais travailler avec des enfants, elle est habituée. Voilà, c'est ça. Et par exemple sur la question de je vais essayer de devenir sérieuse. Sur la production d'écrit, vous savez ce que vous faisiez de rédaction à l'école, ça c'est un exercice qui est important, c'est-à-dire que comment on écrit, mais ça se réfléchit, c'est-à-dire qu'on ne donne pas une page blanche aux élèves en disant maintenant, vas-y, écris. Enfin, vous devez savoir que l'écriture c'est quand même quelque chose de compliqué, et donc il faut avoir des mécanismes. Et ça, on voit bien que toutes les directives et les injonctions dont les ministres sont friands mettent à mal le métier parce que dans l'opinion publique, on se dit bah oui, finalement, les élèves sont mauvais en orthographe, mais c'est vraiment la faute des enseignants parce qu'ils ne font pas de dictée. Et donc on a les parents d'élèves qui reviennent derrière, mais vous ne faites pas de dictée. Et encore une fois, on retrouve la chronique d'Albert, on retrouve l'indicateur est mauvais. Oui, mais par contre, ça me laisse l'occasion d'une super transition. Puisque tu parlais de production d'écrit, tu parlais d'histoire, et elle, ça tombe bien en plus, il y a un côté syndicaliste, parce qu'elle est un peu notre représentante du personnel, elle aime les histoires, celles et ceux qui les racontent et les incarnent, à la manière d'un ongle. Un ongle incarné, c'est pas grave. Bravo patron, c'était super. C'est pas grave aussi. L'humour est une tentative. Oui. Voilà. Et là, après, il y a un trou. Finissez cette blague. C'est Juliette. Juliette, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Juliette, les gens t'applaudissent, c'est pas de ma faute. Les cancres, c'est ceux qui applaudissent là, voilà. Les gens t'aiment. Voilà. Alors que sur ma feuille, c'était marqué pas d'applaudissements, car Juliette n'aime pas ça, mais il y a une ferveur populaire, je n'y peux rien. Juliette, on t'écoute. Gabriel Attal. Ah oui. Je me suis rendu compte que c'est particulier de commencer une chronique de la sorte. Mais bref, il faut y aller. Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre, ou plutôt en l'occurrence l'ancien ministre de l'Éducation nationale, avait donc lancé l'opération Choc des savoirs. L'idée était de faire des groupes, notamment d'élèves par niveau, les forts, les intermédiaires et les faibles, les derniers de cordée, les gamins d'en bas. Question candide, qu'est-ce qu'il y connaît ce premier de la classe des meilleures écoles au cancre? Et question subsidiaire, qu'est-ce qu'il y connaît Rick Hunter aux femmes? Ensuite, avec ces groupes de niveau, à charge pour les enseignants, dans les jours qui arrivent, de les mettre en place avec quantité de postes d'ores et déjà non pourvus. Ça, c'est pour les adultes. Plaçons-nous à présent dans la perspective des gamins. Qui va rentrer chez lui en clamant sa joie d'être dans le groupe des faibles? Personne, c'est comme Rick Hunter. En même temps, c'est pas Gabriel Attal... Putain, ça fait 2 fois, ça commence à être la barbe. En même temps, c'est pas Gabriel Attal qui a inventé le concept de cancre. Avant, on avait le stigmate plus spectaculaire encore. Il y avait un bonnet d'âne pour les élèves têtus, indisciplinés, paresseux, ayant de mauvaises notes, parlant le patois au lieu du français. Mais la culture populaire est arrivée à la rescousse des ânes. Elle venge le groupe des faibles dès le 19e siècle avec Toto et ses blagues. Toto, représentant syndical officiel des cancres insolents. Catégorie dont j'ai 3 dignes représentants à cette table. Et puis, à la sortie... 4, allez, va, je prends. Et puis, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, le futur poète préféré des Français, Jacques Prévert,
ancien mauvais élève, bien sûr, sort son tube, le cancre. Et c'est super étrange parce qu'on l'a toutes et tous appris à l'école et pourtant, secrètement, on restait terrifiés à l'idée d'être un mauvais élève. Mais pourtant, c'était joli, c'était séduisant. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Et puis, ils sont arrivés ensuite Goscinny et Sampé, ancien gosse chahuteur, et ils inventent le petit Nicolas, avec tous ses potes de classe, dont Agnan, le premier de la classe, qui porte des lunettes, et évidemment son pendant de l'autre côté, Clotaire, le dernier de la classe. Alors, il n'y a pas de jugement chez Nicolas quand il présente Clotaire, il dit « Clotaire, c'est un bon copain qui est le dernier de la classe ». Et puis un jour, Clotaire arrive de l'école avec des lunettes, en bramant « Eh ben maintenant, je vais être premier en tout, la 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 l'air !» Et comme tous les copains trouvent ça d'une logique absolument implacable, ça provoque la terreur d'Agnan qui se met à crier. Et Nicolas dit « Agnan a dit que c'était de la triche, que Clotaire n'avait pas le droit d'être le premier, qu'il se plaindrait, que personne ne l'aimait, qu'il était très malheureux et qu'il allait se tuer. » Pas de panique. Agnan ne va pas mourir parce que Clotaire ne prendra pas la place d'Agnan, qui restera le premier de la classe, de la cordée et sans doute de la République. La vraie revanche, elle vient plus tard, me semble-t-il, en 1979, avec l'album de Pink Floyd, The Wall, et son fameux refrain qu'on a tous chanté super bourré. We don't need no education, we don't need no thought control. On n'a pas besoin d'éducation, on n'a pas besoin de contrôle de la pensée. No dark sarcasm in the classroom. Pas de sarcasme noir dans les salles de classe. Teacher, leave them kids alone. Prof, fout la paix aux élèves. Dès lors, le personnage du cancre passe du personnage secondaire à celui plus enviable de premier rôle. Et en 2006, enfin, une femme investit ce domaine. Bon, on ne savait pas à l'époque que ce serait une météore, sinon on l'aurait plus et mieux aimé. Elle se fait appeler Diams, elle chante, elle fait chanter les bons et les mauvais élèves, tout le monde ensemble. Alors ouais, on déconne. Ouais. On étonne. Non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Ouais. Non. Génération non. Je l'ai chanté comme tout le monde, c'est que voilà, bien qu'ex-première de la classe, j'ai jamais aimé que les cancres. Bah tiens, vous avez qu'à écrire ça sur ma pierre tombale. Merci Juliette Arnaud. Merci beaucoup. Merci Juju. Merci Juliette, qu'on peut retrouver en podcast sur l'appli Nova quand elle ne plante pas, sinon sur toutes les applis de podcast, comme toutes les chroniques de l'émission en entier. Allez, c'est le moment de financer le nouveau costume de Frédéric Antelme, le directeur de Nova, qui n'a pour l'instant qu'une veste qui habille. C'est la pub, on se retrouve juste après. Radio Nova. Le grand mix. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité Guylaine David, porte-parole du SNUIPP, le syndicat majoritaire des maîtres et des maîtresses. Je profite pour faire un petit coucou à nos amis de la matinale de Nova, le 7-9 de Nova. Alors, si vous avez l'habitude de Léa Salamé et Carlos Ghosn, c'est pas le même délire, hein, clairement, même si des fois il y a du Zouklov, ça peut ressembler un petit peu, mais rien à voir, c'est Thierry et Sego qui vous réveillent et c'est vraiment top. D'ailleurs, ils rediffusent nos chroniques, c'est pour ça que quand même j'en dis du bien, parce qu'ils sont gentils. Donc vous pouvez vous réveiller avec la douce voix d'Aymeric. 7h du matin, une chronique à moi. Ça donne envie de mettre de la 8-6 dans les chocs à pic, je ne sais pas. On les embrasse et on passe à notre séquence l'invité de l'invité. Guylaine, on t'a demandé de venir avec quelqu'un ou quelqu'une. Tu nous as dit, ok, je viens avec 2 personnes. Sauf que c'est Nova. Et Nova, il n'y a pas tant de micros que ça. Donc, ils ont fait un crowdfunding et ils sont là. Est-ce que tu peux nous les présenter? Avec qui tu es venue, Guylaine? Ouais, je suis venue avec Boilem et Steph. Alors, Boilem et Steph qu'on peut applaudir, puisque, quand même. Bonjour. Il y a eu un râle de plaisir dans le public. En fait, ils sont aussi très connus sous le nom de Parents Prof Le Mag. Voilà. Moi, c'est comme ça que je les ai connus. Et ils tournent, enfin, c'est des professionnels, hein, parce que c'est des professionnels de l'éducation et de l'animation. Et ils font beaucoup d'humour sur l'école. Et ça fait beaucoup de bien parce qu'on a un métier qui est parfois prenant. Il paraît, parfois, voilà. Et quand on a le soir, on peut lire ce qu'ils produisent sur les réseaux sociaux. Ça permet vraiment, parce que vraiment, ils sont dans le bon ton de l'école. Et donc, ça nous permet de nous déstresser et de relativiser. Et ça a été un festival sur un certain nombre de choses. Je pense on a tendance à dire que c'est le Gorafi des profs un peu. Est-ce que c'est ça, les gars? C'est ça, c'est un peu le Gorafi. Oui, c'est ça. Bonjour. On a été rapidement, merci, on a été rapidement baptisé le Gorafi des profs. C'est ça. Comment c'est né alors cette idée-là?
Beaucoup d'alcool. Ouais, la base d'une bonne idée. Voilà. On se Beaucoup rejoint. de génières. En fait, il y a une petite, il y a 10 ans, on écrivait parce qu'on écrit des livres pédagogiques. Ouais. Et trop sérieux, trop concentré, donc il y avait besoin de faire des petits apéros histoire de déstresser en fin de journée. Et du coup, en dédramatisant tout ce qu'on écrivait, on a commencé à rigoler ensemble, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas écrire mais de manière un peu plus légère, et puis c'est venu comme ça. Sur les réseaux sociaux d'abord, sur Instagram, sur Facebook. Sachant qu'à l'époque, on ne savait pas du tout ce que c'était que les réseaux sociaux, parce qu'on n'en avait pas, Boilem et moi. Donc on a découvert en même temps qu'on faisait. Quoi. Et puis on a produit un texte, et puis en fait on a adoré. On a adoré écrire et faire rire. Alors il y en a un nouveau là qui est sorti. Nouveau gouvernement, Thomas Joly mettra en scène l'annonce officielle prévue la semaine prochaine. Voilà. Par exemple. Et il y a un article à chaque fois avec. À chaque fois, il y a... Parce que ce qu'on aime, c'est surtout écrire, donc à chaque fois, il y a un article. Ouais, et alors, j'en ai noté, c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps dessus. Vous avez aussi un recensement des pires phrases entendues à la rentrée par les profs. J'en ai une, c'est « Rassurez-vous, Bastien est propre. Mais je vous ai mis 3 changes dans son sac à dos et une couche pour la sieste. C'est juste au cas où. » Et ça, ce sont des vraies phrases. Ouais, c'est les profs qui vous remontent les anecdotes. C'est ça, sur Instagram. Ouais. Ok, et c'est quoi les articles qui ont le mieux marché ? Il y en a un au tout début qui s'appelait une enseignante accusée d'avoir transmis un savoir. C'était il y a une petite dizaine d'années, on débutait, et l'article racontait qu'une enseignante dans sa classe faisait classe, et un élève lui demande, Madame, quel est le nom du fleuve qui traverse Paris. Et la maîtresse répond la Seine, et à ce moment-là, la police pédagogique est intervenue, parce qu'on ne répond pas à une question par une réponse, il faut faire chercher les élèves, il faut faire sortir des affiches, faire émerger des réponses, faire du socioconstructivisme, etc. Et donc la maîtresse d'école a terminé en garde à vue. Et c'était un des premiers articles. Et rapidement, 5, 10, 100, 1000 retweets du Front National. Qui donc ont pris au premier degré. Qui l'ont pris au premier degré et qui nous écrivaient en privé en disant « Allez-y les gars, défoncez l'éducation nationale, rejoignez-nous ». Et on a même eu un moment une invitation, je crois que c'est le Front National de Metz qui nous disait venez construire le programme éducation du Front National. Ah oui, carrément. Ouais, non, mais c'était horrible. Et pourquoi vous avez dit non ? C'était le moment de. En fait, on aurait dit Metz. Ah oui, Metz. Ouais, pardon, j'avais pas entendu l'information. Et à l'époque, on s'appelait parents-prof, donc ils savaient pas trop à qui ils avaient affaire. Donc, Et après, tu as dit Boilem. Et quand j'ai dit Boilem, ils répondaient non, messagerie, et puis ça fonctionnait plus. Je comprends. Il y a aussi des perles d'élèves. Moi, j'en ai noté. Il y en a une qui m'a bien fait rigoler. Dans chacune de ces figures, indique s'il y a un angle droit, marque les biens. Et l'élève a marqué les biens. Voilà, sur toutes les figures. Je trouvais ça mignon. Mais c'est l'idée du site. C'est à la fois beaucoup d'enseignants contribuent. Parce qu'on aime organiser la parole des enseignants, donc chaque jour on publie ce qu'eux vivent dans leur classe. Et puis il y a aussi nous des articles parodiques, des vidéos parodiques, etc. Donc c'est un mélange de leur vécu à eux et de notre vécu à nous. Et vous êtes toujours enseignant ? Moi je suis professeur des écoles en CP, CP-CE1. J'ai des petits élèves de CP-CE1 qui vont m'attendre demain matin et ils ont intérêt d'être sages parce que je vais être fatigué. Pardon, les élèves. Et moi je travaille en fait dans un centre social, le SARC. Un petit coucou en passant à Charleville-Mézières. Okay. Donc je m'occupe d'un secteur de jeunesse en fait. On travaille avec une équipe et on travaille en direction du public jeune. Et vous bossez comment ? Vous bossez vraiment l'apéro, c'est vraiment comme ça que ça se passe ? Beaucoup moins maintenant parce qu'on a beaucoup de boulot. Au final. On a beaucoup vu. Et puis on a beaucoup vu au début. Non mais en fait, vous n'avez pas d'auteur, enfin, je veux dire, vous faites ça. On fait tout nous-mêmes et de manière très artisanale le dimanche. On se voit physiquement le dimanche. Sinon, on écrit, on travaille chacun de son côté, et puis dès qu'on peut se voir, on se voit pour travailler ensemble. Et vous avez sorti un bouquin aussi. On a sorti plusieurs livres. Récemment, on a sorti un livre sérieux de pédagogie. Allez. Qui s'appelle « Le prof parfait n'existe pas ». Que le FN a pris à la rigolade. Malheureusement non, ça nous ferait de la publicité. Il ne suit plus. C'est un livre sérieux, et puis là, c'est à titre perso, j'ai sorti un roman l'année dernière qui s'appelle FDP. Ok, d'accord. Mais qui ne veut pas dire... non, mais bien sûr que non. Fils de Poutine, on peut dire. Presque, fils de prof. Fils de prof. Et c'est un roman qui est sorti en auto-édition. Et je cherche un éditeur. Donc c'est un éditeur. Ah bah allez, voilà, c'est le moment. Si un éditeur a envie de publier ce roman qui marche bien en auto-édition, bah allez, on y va. Eh ben c'est parfait. Guillaume en connaît sûrement un. J'en connais plein. Il y en a avec qui je suis en procès. Merci à vous deux les mecs. Merci à vous pour l'invitation. Merci France Inter. Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Restez avec nous, on a un petit jeu à soumettre à tout le monde. On a vu ce qui marchait bien à la télé, justement, c'est les petits quiz. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un quiz? Oui. Oh, l'ambiance de malade. Alors, j'ai un petit qui a dit notre pays n'a pas été bien gouverné. L'échec du président sortant est clair. Emmanuel Macron a gouverné notre pays à l'intérieur et à l'extérieur de manière solitaire et arrogante. Barnier. Oh là là, quel talent. Oui, mais t'as regardé mes fiches? Là, j'ai du hasard. Ah, bah, c'est impeccable. Un point pour Aymeric Lompré. Je vous rappelle qu'il n'y a rien à gagner parce que c'est Nova. Il n'y a pas d'argent. Voilà. Qui a dit on se prend d'énormes branlées aux élections, mais on a quand même un Premier ministre issu de nos rangs. La gauche, chef. Bon, qui n'a pas dit vraiment comme ça? Ouais. Qui aurait pu dire? Nicolas Sarkozy. Non. Jean-Frédéric Poisson. Laurent Je sais pas d'où il est venu. Je sais pas d'où il est vraiment, Jean-Frédéric Poisson. Mais oui. N'hésitez pas à souffler dans le public, c'est un petit peu... Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse. C'est Valérie Pécresse. Guylaine David égalise. Allez, une dernière question. Qui va dire bientôt je donne mes 240 pulls siglés Abbé Pierre? C'est moi. C'est vrai, merci beaucoup. C'est impeccable. J'ai gagné. T'as gagné. T'as gagné, Aymeric, et tu as gagné. Absolument. Walou. Tu n'as rien gagné, mais tu as gagné quand même le droit d'écouter de la musique. Boilem et Steph, c'est quoi vos artistes musicaux préférés? Calogero. Mais c'est incroyable ce que vous me racontez. C'est exactement ce qu'on va écouter. Idir pour Boilem, Morane pour moi, on va dire. C'est ça, voilà, c'est ça. Bah désolé, ça sera Romy, She's on my mind. She's on my mind every hour of every day. The things we could do, oh, it takes my breath away. And I lose control, think I follow her onto the edge. But she says she's only a friend, only a friend. My mind just can't explain it. No, I can't find the words. But I don't care anymore. Think I'm in love with her. She's on my mind, but I wish she was under me. And there's a space in between us, and I don't know how to reach. And she looked away, but I swear I saw her looking in. When we play games, I just want her to win, only want her to win. And I don't want to hide it, even if it hurts. I don't care anymore, think I'm in love with her. She's walking over and she's got that look in her eyes. She's leaning in, I guess she's saying goodnight. She said, I'm so tired of fighting. I'm so scared to lose. But I don't care anymore, think I'm in love with you. I don't care anymore, don't care anymore. I don't care anymore, don't care anymore. I don't care anymore, don't care anymore. La dernière. Nova. C'était Romy, She's on my mind. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Guylaine David, qu'on peut applaudir bien fort, la porte-parole du SNU-IPP, le syndicat majoritaire des Instits. Et nous accueillons autour de la table la voix de velours. Elle fait son retour, celle qui murmure à l'oreille des vendeurs de crack, la fantastique Douli.
aujourd'hui. Eh ben ça c'est génial et je suis très contente d'être là sur Nova avec cette équipe de champions. Este equipo de campeones. Oui, je suis bilingue. Alors c'est marrant parce qu'au milieu de tous ces sujets politiques, ma chronique, c'est un peu comme si vous appuyiez sur une rediff des Anges après une overdose de Gérard Larcher sur Public Sénat, quoi. Bref, quoi de mieux pour fêter cette rentrée que de vous raconter mon été. Début juillet, tout avait très bien commencé. J'ai appris à surfer, c'était génial. Je savais pas que je pouvais. À la base, je suis handicapée, j'ai des yep de hibou. Non, mais j'ai vraiment kiffé surfer. Et alors, arrêtez-moi si je me trompe, hein, mais dans la vie, de manière générale, j'ai l'impression que si tu passes, on va dire à la louche, plus de 10 jours d'affilée à kiffer, tu vas forcément payer une TVA du kiff. Voilà. Apparemment, il y a un quota de kiff à pas dépasser. Oui, la vie va te dire ça va, ça se passe bien. T'es heureux là, non? Eh ben tu vas vite redescendre. La vie c'est pas un carnaval, ok? Oui, la vie est une pute et croyez-moi, je l'ai bien senti passer. Donc, après mon petit kiff de surf, je rentre à Paris, je chope une infection à l'œil gauche à cause de l'air conditionné dans l'avion. Borgne pendant une semaine. En simultané, je me tape une angine, mais le genre d'angine que tu chopes que quand tu es prostituée dans une prison au Salvador. J'étais ravie parce que je devais me faire opérer des gencives. Oui, greffe de gencives, c'est un super projet. Ils te prennent des copeaux de peau du palais pour les coudre sur ta mâchoire avec du fil de pêche. Ah, c'est dingo, c'est dingo. Le gencivier m'avait dit, vous inquiétez pas, c'est l'histoire de 2-3 jours. Pas du tout, j'ai pas pu sortir pendant 15 jours. J'étais tellement boursouflée que ma propre mère ne m'a pas reconnue. T'avais l'impression que je m'étais fait tabasser. Je ressemblais à Gérard Depardieu déguisé en couille de Gérard Depardieu. Je ne pouvais même plus... je ne pouvais même plus parler dignement. Déjà qu'à la base, on est quand même sur une diction clochard LV1. Bref, mais c'est pas tout. J'avais un grain de beauté très mal situé. Pour des raisons de planning, j'ai décidé de me le faire opérer ça aussi le même jour. Le dermato me dit ça prendra 10 minutes. Ok, yallah, j'ai pas pu m'asseoir pendant 15 jours. J'avais mal au crâne et au cul alors qu'on n'avait même pas encore voté pour les législatives. Donc je récapitule. Je récapitule à ce stade, je passais donc mes journées debout. J'arrivais plus à bouffer, je ne voyais plus qu'à droite Emmanuel Macron avec des nichons. Et j'avais le visage tuméfié, une gueule à devoir sonner les cloches à Notre-Dame de Paris et demander à Esmeralda si je pouvais la tripoter juste une fois comme ça pour rigoler. Attendez, j'ai pas fini. Après mes 15 jours d'isolement, je décide de sortir dîner avec un pote. Je commande une omelette aux pommes de terre. A priori, safe. Je me dis, j'ai pas commandé du fougou de contrebande. Je ne risque pas une intoxication alimentaire. Bim! Intoxication alimentaire. J'ai dû rester enfermée encore 2 jours. Et là, alors que c'était même pas mon anniversaire, l'imbago. Mais c'est quoi ça? J'ai surfé, j'ai pas sucé Hitler. Enfin, Non! Je vous jure. Si on m'avait dit que pour quelques jours de surf, j'allais autant morfler, j'aurais fait du paddle, comme n'importe quel connard qui porte une doudoune sans manche. Je vous jure, je commence à avoir peur de kiffer. Non, c'est chaud pour l'ambition, attends. Non, mais c'est pas... Et c'est pas fini. Ensuite, je me dis, ok, je viens de me prendre les 7 plaies d'Égypte dans la gueule. Je suis peinard pour 2 ans, j'ai le droit de souffler un peu. Je repars 2 jours. Déchirure musculaire suivie de mon 8e Covid. Mais c'est quoi ce karma de merde? Je suis née sur un cimetière indien, j'ai pissé sur un cimetière indien, j'ai déjà ken dans un cimetière indien. Qu'est-ce que je vous ai fait, les Indiens, hein? Voilà mes petits culs. C'était un extrait de mon livre « Douli aime frôler la mort ». Et en tout cas, je nous souhaite à toutes et à tous de passer au moins 1 an de kiff sans emmerde et sans cette putain de TVA du kiff, et à cette émission aussi. Et comme le disait si bien Roland Topor, il suffit d'1 gramme de merde pour gâcher 1 kilo de caviar, mais 1 gramme de caviar n'améliore en rien 1 kilo de merde. Merci. Mais attends. Merci Roland. Merci Roland pour cet enthousiasme et pour cette critique qu'on peut retrouver sur lafourchette.com. Je vous kiffe mes petits culs, prenez soin. Merci Douli. Merci beaucoup Douli. On te retrouve le 10, 11, 12 octobre au Cirque électrique à Paris et au Folies Bergères le 31 octobre et sur Instagram et partout dans les... Absolument dans partout. Des festivals, dans des endroits interlopes, comme on dit. Merci beaucoup, Douli. Guylaine, que dire après ça? Eh bien, qu'on t'a donné des devoirs à la maison. Ah oui, parce que vrai, chacun oui. son tour, Guigui. Ah, bah, ça rigole plus. Et c'est Juliette qui va s'y coller, qui t'a envoyé quelques petites questions. Alors, je t'ai demandé
Et comme je le demanderai à tous les invités, quel est le livre qui te restait de l'enfance? Et Guylaine m'a répondu, Les Misérables. Alors que tu m'as précisé qu'avant ça, tu étais plus bibliothèque verte et rose, comme nous tous. Et puis un jour, il se passe une espèce de petit miracle. Tu nous racontes? Oui, effectivement, moi je suis d'une génération bibliothèque rose, bibliothèque verte. J'aimais beaucoup lire, mais je suis aussi issue d'un milieu populaire. Il n'y avait pas de livres à la maison, donc c'est l'école qui m'a fait découvrir aussi la lecture et la littérature, mais par le biais de mon maître de CM2 qui nous faisait la lecture à voix haute dans l'année comme ça, et donc il nous a lu Les Misérables, et j'ai découvert en fait la littérature par cette lecture à voix haute. Et ça a été une révélation. Je l'ai relu plus tard. Et là, je me suis dit, en répondant à tes questions, Juliette, que finalement, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Il va falloir que je le relise. Parce que j'ai découvert en fait les personnages. Parce que bon, les 6 compagnons, ça va bien, mais voilà, question personnage. Mais donc là, on avait vraiment les personnages. Je me suis attachée aux personnages. Mais alors, justement, tu étais plus quoi? Plus Team Cosette ou Gavroche ou Fantine? Non. Ouais, je dis plutôt Cosette ou Gavroche, ouais, pas Thénardier du tout. Quoi. Non, pas forcément. forcément. Non, mais je me suis demandé si, par exemple, Jean Valjean, c'était un proto-syndicaliste. Ben, je sais pas, ouais, peut-être que défendre les autres. C'est vrai qu'après j'ai eu une carrière de délégué de classe. Peut-être que c'est aussi ça. C'est ça. Ça a commencé voilà. là. Mais voilà, ouais, c'était pour moi une révélation. Et puis je pense aussi que des livres aussi sur l'histoire, ça m'a aussi intéressée. Et donc c'était. Alors justement, on en arrive la deuxième question que je t'ai posée, c'était le livre qui t'a donné envie ou les moyens d'être une grande personne. Et Guylaine a répondu Le Journal d'Anne Frank. Oui. Pas de blague, Émeric. Non. T'as encore un texte à trous? Et Guylaine, tout à l'heure, avant l'émission, me disait qu'elle, en tant que professeure des écoles, elle observait que c'était surtout des jeunes filles qui continuaient à apprendre et à vouloir lire le journal d'Anne Frank, et pas tellement les garçons. Oui, c'est vrai. Enfin, moi, je l'ai lu, je pense, en 6e, 5e, là aussi, certainement à travers une prof de français. Et je me suis identifiée à Anne Frank. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais je pense que c'était de voir cet enfant qui était confronté à des choses très terribles dans la vie. Et j'ai découvert aussi la guerre, donc la guerre 39-45, et ça m'a aussi certainement conduit sur mes études futures, parce que j'ai fait des études d'histoire. Mais oui, ce sont plutôt les filles. Moi, j'ai le souvenir, quand j'avais des classes de CM1, CM2, il y avait la revue J'aime lire qui avait fait un spécial qui retraçait le journal d'Anne Frank, donc qui était plutôt adapté à des enfants plus jeunes. Et les filles le lisaient, et souvent, derrière, elles voulaient faire un exposé sur la guerre, et c'était très intéressant. Alors, le journal, c'est peut-être plus effectivement quelque chose qui touche les filles, parce que c'est un écrit littéraire qui est... Oui, parce que c'est une action intelligente. Voilà, peut-être aussi. On vous entend, on vous entend. Et enfin, la troisième question, c'était le livre qui te fait beaucoup rire, et tu m'as répondu l'intégralité de Fab Caro, parce qu'après Les Misérables et le journal d'Anne Frank... Ouais, Fab Caro, ouais, c'est pareil. Oui, heureusement que tu as reçu les réponses dans l'ordre. Elle m'a répondu Anne Frank pour le livre rigolo. Ouais, vraiment, Fab Caro, ça me fait rire, en fait. C'est vraiment... Broadway, par exemple, c'est un livre qui m'a beaucoup fait rire, et ça fait du bien. Mais c'est l'absurde dans toute sa splendeur, et ces personnages qui, au fil du temps, l'absurde grandit. Il y a de plus en plus de catastrophes qui arrivent. Et j'ai adoré aussi l'Astérix, le dernier, l'Iris Blanc, qui est scénarisé par Fab Caro. Et qui m'a ramené sur les premiers Astérix, en fait. J'ai vraiment retrouvé l'humour des premiers Astérix. Donc vraiment, dans Fab Caro, on l'aime. Ouais, on l'aime. Peut-être on l'invitera. Guillaume est amoureux de lui, donc ça. Ouais, c'est vrai, bien sûr. Mais qui n'est pas amoureux de Fab Caro? C'est interdit de toute façon de pas être amoureux. Et juste dire, parce que la littérature pour les enfants, c'est quand même ce qui fait grandir les enfants. Il y a un slogan du Salon du Livre de Montreuil au tout début qui disait il n'y a pas que la soupe qui fait grandir les enfants. La littérature, c'est important aussi, et la lecture que l'on peut faire à nos élèves, c'est aussi ça qui leur permet d'accéder à un certain type de littérature, parce que les enfants qui sont les plus en difficulté, et les enfants des milieux populaires n'ont pas cet accès-là à la maison. Donc c'est important que l'école joue ce rôle.
Merci Guylaine et merci Juliette pour tous ces conseils. C'est bien, ça nous donne à penser, ça nous fait rêver. Mais la vie, Guylaine, c'est pas que du rêve. La vie, c'est du Carglass, c'est du Lidl, c'est du Croustibat. C'est la pub. On se retrouve juste après. La dernière. Nova. Va. Vous écoutez Radio Nova, c'est la dernière avec Juliette Arnaud, Aymeric Lomprey et notre invité Guylaine David, porte-parole du SNUIPP, le syndicat majoritaire des Instits. Et c'est l'heure de retrouver celui qui va bientôt devenir certainement citoyen d'honneur de Saint-Roustan. Mesdames et messieurs, Pierre-Emmanuel Barré. Quel soulagement. Quel soulagement, ça y est, c'est la deuxième émission. Vous le savez, la première, c'est beaucoup de pression. On est scruté par la presse, par les auditeurs, par la direction de la radio. On est attendu au tournant. Non seulement il faut que ce soit qualitatif, mais en plus, il faut éviter les dérapages racistes, grossophobes, misogynes. Mais maintenant, c'est bon, plus personne n'écoute. On peut y aller. Est-ce que vous connaissez le point commun entre un téléphone et un clitoris? Quand une femme se le fait arracher dans la rue, elle crie. Que ça fait du bien d'être entre nous. Alors, cette semaine, pardon l'invité, c'est Guylaine David, enseignante syndicaliste, qui vient nous parler des problèmes de l'école publique. C'est con, Guylaine, vous seriez venue la semaine dernière. Pour la première, il y avait le Parisien, Télérama, Libé, l'Humanité. À l'heure actuelle, il y aura un Grenelle de l'éducation nationale avec 5 numéros verts. À 7 jours près, vous auriez pu servir à quelque chose. Vous êtes professeur des écoles, voilà un beau métier que j'ai choisi de ne pas faire, tout simplement parce que j'aime manger à ma faim. Je me souviens, il y a encore quelques années, les gens disaient les profs, c'est des privilégiés, ils finissent à 16h, ils sont tout le temps en vacances. Et maintenant, quand tu demandes aux gens les pires métiers, ils mettent prof entre égoutier et dentiste d'Elisabeth Lévy. Fun fact, égoutier et dentiste d'Elisabeth, c'est la même formation. Mais la prime de risque est quand même plus élevée pour le médecin. Alors, l'école publique, il faut savoir que ça a beaucoup changé. Il y a même des profs d'extrême droite maintenant. 17% des enseignants qui votent pour le Rassemblement national. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Guylaine? Un prof, ça vote à gauche, ça lit Télérama, ça a des pellicules, sinon c'est pas un prof. C'est quoi la suite? Des serruriers qui font payer le prix annoncé? Des policiers qui contrôlent l'identité des Blancs? Cessez de jouer avec les repères de mon enfance, merde! Ceci dit, faut pas généraliser. Une fois, j'ai rencontré un flic de gauche. Si vous aussi, vous avez rencontré un flic de gauche, c'était sûrement le même. Il n'était pas très épanoui dans son travail. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier ?» Il m'a dit « Prof, mais j'aime pas la violence. » Pourtant, à la base, c'est formidable, l'école de la République. Ça permet à des fils d'ouvriers et des fils de bourgeois de se côtoyer le temps de l'adolescence avant de devenir respectivement ouvriers et bourgeois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'école publique va mal et ils le savent très bien au gouvernement. Par contre, ce serait mentir de dire qu'ils n'agissent pas. Tous les ministres de l'Éducation nationale sous Macron ont scolarisé leurs enfants dans le privé. Donc, c'est pas à cause d'eux que les classes du public sont surchargées. On peut au moins leur accorder ça. Parce que c'est vrai qu'en France, les enseignants, vous voyez toujours le verre à moitié vide, mais ils ont raison, les macronistes. Si on compare à d'autres pays, on peut dire que l'école publique française se porte plutôt bien. Prenez Gaza, par exemple. Bon, là-bas, Netanyahou a réglé le problème des écoles, il n'y en a plus. Alors, j'entends déjà des gens outrés, mais comment vont faire les enfants pour s'instruire? Vous inquiétez pas, Bibi a pensé à tout. Il a également réglé le problème des enfants. Évidemment, c'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut pas essayer de faire mieux en France. Les solutions pour sauver l'école, on les connaît parfaitement. Il faut des profs mieux formés et mieux payés, des classes moins nombreuses. Mais au gouvernement, ça leur convient parfaitement que les élèves soient mal éduqués, violents et apprennent pas trop de trucs. Ils ont prévu de recruter dans la police. Merci de m'avoir écouté. Pierre-Emmanuel Barré. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci. On te retrouve en podcast, évidemment sur l'appli Nova et en spectacle à partir du 15 octobre, mardi et mercredi à la Comédie de Paris. Oula, il faut que j'aille apprendre mon texte. Oui, il serait peut-être temps même de l'écrire peut-être. Avant de te lâcher, Guylaine, on avait quand même quelques petites dernières questions, si tu le permets, à te poser. On va commencer la première avec Aymeric. Une question pour Guylaine David. On dit que les profs écoutent France Inter, le faites-vous encore?
Répondez. Allez. Répondez. Alors, oui, mais on écoute aussi Radio Nova. Vous n'avez pas honte. Juliette. C'est la phrase que je devais dire. Guylaine, Juliette, ouais. après cette question d'Emeric, penses-tu qu'on devrait faire des groupes de niveau dans l'émission? Ouais, je pense que ce serait pas mal un choc des savoirs. Un choc des savoirs. Ouais, choc des savoirs. Allez, ça va. On va faire ça. Pierre-Emmanuel. Oui, Emmanuel Macron voudrait rendre le théâtre obligatoire à l'école, connaissant son parcours personnel. Penses-tu que ça relève de la conviction républicaine ou du fantasme? Je dirais plutôt du fantasme. Juliette. Guylaine, tu étais sur France Info mardi, sur Europe 1 jeudi et sur Radio Nova aujourd'hui. Ça te fait quoi d'avoir vécu pendant une semaine la vie d'Alex Vizorek? Vie de rêve. Vie de rêve. Vie de rêve, impeccable. Pierre-Emmanuel. Oui, pour cette rentrée, le port de l'uniforme est obligatoire dans certaines écoles, sachant que l'idée vient de Brigitte Macron. Penses-tu que ça relève de la conviction républicaine ou du fantasme? Guylaine, une réponse. Vous êtes sommé de répondre, Guylaine Non, David. moi, ce qu'elle aime bien, c'est effectivement le petit uniforme pour les petites filles et pour les garçons. Enfin, elle avait parlé des jupes, notamment qu'elle avait bien aimé, elle, être en mini-jupe à l'école. Donc, Ok, je pense donc que ça on est relève plus sur du du fantasme. Ok, très bien. Dernière question, je vais vous la poser, Guylaine. 3863 x 14. Ah, ils sont nuls ces instits. Merci Guylaine d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Je peux passer un message personnel? Oui, t'as un petit message j'ai un perso petit trop message mignon. personnel. On t'écoute. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma nièce Lisa, qui a 33 ans aujourd'hui et qui est une fan de l'équipe, mais surtout d'Emeric Lompré. J'ai eu un petit suspense. C'est peut-être elle qui a mon téléphone. On l'embrasse. Merci Guylaine d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. On peut t'applaudir bien fort. Le SNUIPP, on le rappelle, syndiquez-vous. Syndiquez-vous, sauf à Alliance, évidemment. On peut applaudir bien fort. Merci à Albert Moukébert d'être venu. Il reviendra. Merci également Audrey Vernon, Douli. Merci d'être venu et d'être resté. Merci aux invités de notre invité, Steph et Boilem. Merci bien évidemment à toute l'équipe technique de l'Européen qui nous reçoit chaque semaine. Merci Seb, merci à tes équipes. Merci à Malo, notre réalisateur. À Lucille à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Nova. Merci à Colline, Mehdi, Bastien pour les réseaux sociaux. Merci aux équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien, Mano et Théo pour la prod. Merci à notre indispensable rédacteur en chef, Ramzi Assadi. Et merci à Emeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et merci Guillaume Meurice. Merci à vous les amis. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Ou comme on dit ici, Inch'Match Pigas. Bonne semaine à tout le monde. Vivement la dernière. La dernière. À retrouver en podcast sur nova.fr. Nova. La dernière. Nova.